Et bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Comme dirait Gilderoy Lockhart. Normalement, oui. On reconnaît un petit peu les meubles, hein, finalement, des lives sur YouTube. Ça va, on n'est pas trop perdu sur l'installation d'un live sur YouTube. Évidemment, live donc non pas exclusif, non pas qui annonce de futurs lives sur YouTube ou un éventuel retour ou des choses comme ça. Simplement un live pour le coup bonus parce que certaines personnes ne me suivent pas sur Twitch. Alors il y a peut-être des gens qu'on verra ici, notamment je vois du Anaclusmos qui est déjà là, le Zveg qui est là aussi, le Zveg qui est partout de toute façon. Cet homme est totalement tonitruant, je tiens à vous le dire. Voilà, il y a à mon avis beaucoup de gens qui seront là et qui font partie aussi de Twitch et qui passeront rapidement, qui seraient potentiellement intéressés justement par ce live, qui est donc un live spécial pour le documentaire, pour avoir un peu vos avis sur le documentaire, pour avoir quelques petits secrets de tournage, si jamais vous avez évidemment des questions à me poser, une FAQ, voilà, tout un tas de thématiques qui peuvent être intéressantes et qui, justement, je trouve, méritaient un live dans la mesure où, effectivement, c'était mon dernier grand projet. Le dernier projet tout court arrivera d'ici quelques semaines, c'est Jared. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez compris qu'effectivement, ça arrive dans très peu de temps puisque j'ai déjà fait on va dire le montage disons d'un tiers de la vidéo sur Jared. Il va me rester deux gros tiers sur la partie filmique et puis sur le film en soi. Quand je dis partie filmique, évidemment, c'est sur les phases qui seront jouées, parce que ça va être une vidéo à mi-chemin entre un docu et, enfin, j'ai envie de terminer en grande pompe, donc ce sera à mi-chemin entre une vidéo traditionnelle et puis un mini-doc, ça fera entre 30 et 40 minutes, hein, donc vous inquiétez pas, mais c'est vrai que comme ce sera la toute dernière vidéo, j'y mets du cœur, mais je me suis dit que, voilà, peut-être certaines personnes voudraient évidemment me féliciter pour ce documentaire prestigieux, bien évidemment, mais surtout me poser des questions sur le tournage, la jeunesse du projet, comment ça s'est passé, comment les idées ont émergé. D'une idée à une autre, puisque vous allez voir qu'effectivement, le docu que vous avez vu ressemble pas du tout à celui qui était prévu à l'origine. Il y a eu des tas de péripéties qui sont arrivées, alors bien moindres que Berntal, encore que, mais il y a eu quand même quelques petites péripéties. Et puis, ça pourrait être intéressant, voilà, de discuter de ce documentaire, d'en parler ensemble, et puis d'avoir vos avis. Aussi parce que ça aussi c'est important de faire un petit retour sur les premières vues, les premières stats, les premiers visionnages aussi du docu et effectivement on a le Orelzweg qui est là, qui a été une partie infime de ce documentaire, vraiment 3 fois rien. Cet homme n'y a quasiment pas participé. Voilà, j'étais tellement anxieux à l'idée de le mettre dans mon docu qu'effectivement, eh bien sur la première séquence, il n'a même pas le droit d'être face caméra, c'est terrible. Il a appelé les ressources humaines pour savoir si on pouvait faire quelque chose. Malheureusement, elles étaient contre lui. Mais voilà, c'est en tout cas un petit live très sympathique sur YouTube, histoire de voir voilà, je sais pas s'il y aura beaucoup de gens qui seront évidemment dans le chat ce soir ou autre, mais ça me semblait important de pouvoir justement en faire un petit comment dire, un petit aparté, puisqu'il y a certaines personnes ici, oui, qui encore une fois ne font pas le jump sur Twitch et que même si les YouTube, les lives sont terminés et que d'ici 2 ou 3 semaines maximum, YouTube sera terminé tout court, c'était intéressant de pouvoir, voilà, justement en discuter une dernière fois avec ceux que je retrouverai pas sur Twitch, parce qu'il y a quelques personnes voilà, qui sont intéressées par le projet, mais qui ne feront pas le jump sur Twitch par la suite, ce qui est compréhensible parce que c'est une autre plateforme. Donc on est là pour avoir vos avis, avoir vos retours, savoir un petit peu ce qu'il en est du documentaire, et puis parler tournage, parler anecdote. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est
avez-vous des questions sur le projet, sur le documentaire? On reviendra sur vos avis par la suite, et même si ça peut être des avis critiques, hein, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des avis critiques sur des choses que vous avez aimées, d'autres que vous avez moins aimées. Il y en a eu quelques-uns et j'ai toujours répondu. Alors j'ai répondu à beaucoup de commentaires là sous ma vidéo, donc j'ai essayé de répondre au maximum aux commentaires qui m'ont été laissés sous le docu. Évidemment, bon bah je peux pas, enfin quoique j'ai quasiment répondu à tous, je veux dire quasiment, il y en a peut-être aujourd'hui où j'ai pas encore eu le temps, mais tous les soirs j'essaye. Et et techniquement, bah voilà, c'est aussi des avis critiques. Peut-être même qu'avant d'avoir une opinion donc sur des questions pardon sur le sujet, certains pourraient peut-être me donner leur opinion. Est-ce que vous avez voilà justement quels sont vos avis sur le documentaire, des choses des choses qui vont un peu moins, des choses que vous avez appréciées, d'autres peut-être pas appréciées. Ça peut être intéressant à débattre. Au niveau des stats, alors, faut remettre en contexte par rapport à ma chaîne maintenant, c'est-à-dire par rapport à ma chaîne aujourd'hui, finalement, il y a deux poids deux mesures. C'est-à-dire une vidéo qui fait 10 000 vues aujourd'hui, c'est un immense carton pour ma chaîne à l'heure actuelle, dans le sens où ma chaîne YouTube est morte hein, depuis longtemps, et puis je m'en occupe quasiment plus, je publie un truc de temps en temps. Donc par rapport au référencement, c'est mort, mais à savoir que la vidéo sur Shia LaBeouf est assez étonnamment bien référencée. Si vous avez Shia LaBeouf, vous la trouvez quasiment tout de suite. Dans le monceau de choses que vous pouvez avoir sur Shia LaBeouf, effectivement, c'est un petit miracle. Et puis effectivement, elle approche là. Alors, elle est leader des 10 dernières vidéos sorties. Encore une fois, qu'est-ce qu'être leader des 10 vidéos sorties sur ma chaîne, dans le sens où je crois que sur les 10 vidéos sorties, celle qui a le mieux fonctionné, c'est la vidéo sur Boromir que j'avais sortie l'été dernier. C'est vous dire à quel point je branle plus grand-chose. Et c'était 14 000 vues. Elle est à 14 000 vues à l'heure actuelle, donc on est loin des 30, 40, 50 000, hein. Mais elle approche doucement en tout cas des 10 000 vues, celle sur Shia LaBeouf, donc c'est très bien. Elle est première actuellement au bout de 3 jours de diffusion, elle est première en termes d'audience par rapport à toutes les 10 dernières vidéos qui étaient sorties avant, et même, et là je sais que dans le chat il y en a quelques-uns qui aiment bien, mais et même ma vidéo sur Daryl Dixon, ma critique et ma réaction au premier épisode de Daryl Dixon, qui avait pourtant fait une amorce tonitruante, et ben elle est quand même devant. Donc les retours sont bons. On va pas se le cacher. Les retours sont très bons. Pour l'instant, en tout cas. Je pensais que l'aspect intime et personnel m'ennuierait, mais ça s'intègre très bien et donne une plus-value au docu. Bah ça c'est une des choses qu'on m'a souvent justement, dont on m'a souvent parlé. C'était est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Il y a beaucoup de gens. En fait, pas mal de personnes et j'ai répondu quelques fois, enfin pas mal, 2 ou 3, hein, mais sur l'ensemble des commentaires, j'ai voulu y répondre. Il y avait beaucoup de monde qui se posait la question de l'intérêt. Même moi, hein, ça a été un truc qui me terrifiait un peu. C'était comment ça va être reçu. Comment ça va être perçu? Est-ce que ça va être une plus-value? Est-ce que tu te donnes un petit peu trop puisqu'on est un petit peu en secret de tournage? Faut savoir que la première personne à avoir vu le documentaire, c'était Mathieu Blom, et il était assez sceptique sur la qualité du docu. Pour être tout à fait honnête et franc avec vous, il était il avait apprécié le truc, mais il était assez sceptique quand même, et il se posait des questions. Est-ce que finalement le public est prêt pour ça? Est-ce que tu te livres pas trop en livrant des personnes proches de toi aussi? Est-ce que ce serait pas un peu un problème? Par rapport à des choses que lui avait vécues notamment. Est-ce que t'as pas peur que les gens sur YouTube qui sont pas au courant de ce qui t'est arrivé se disent putain mais c'est bizarre ou que ça ait rien à foutre là-dedans? Et en fait, il y a quelques personnes qui m'ont posé la question aussi. Alors dites-moi ce que vous en pensez justement des parties filmées directement, mais il y a quelques personnes qui m'en ont parlé. Et moi en fait, si ce docu n'avait pas eu ces phases justement comment dire, si ce docu n'avait pas eu ces phases de narration de moi-même, le docu n'aurait jamais vu le jour. Ça, c'est une évidence. Le docu n'aurait jamais vu le jour sans ces phases-là, parce que ces phases-là, en fait, étaient la structure que j'avais dès le départ pour faire le docu. Je suis très proche sur certains points de Shia LaBeouf, pas sur des phases énormes, hein. Mais par contre, la partie sur moi, c'était pour moi la partie qui allait servir de rampe de lancement à tout le documentaire, parce que
toute proportion gardée, on a des zones d'ombre, on a des choses comme ça, etc., qui nous sommes arrivés, qui sont en commun avec Shaya. On a été plus ou moins sauvés par la même chose, même carrément sauvés par la même chose. Et je trouvais ça intéressant pour le dernier documentaire que j'avais à faire, d'aller chercher là-dedans. Moi, j'avais besoin aussi sur YouTube de terminer avec quelque chose qui soit une autocritique, qui soit un regard sur ce que j'ai fait sur YouTube, mais en même temps sur ce que j'ai été. Parce que YouTube m'a énormément changé aussi. Je veux dire, quand on est sur YouTube, euh, euh, voilà, tout ce que j'ai vécu sur YouTube, bah, c'était important de le mettre. La manière dont je l'ai tracé, c'était une manière dont je l'ai fait où on peut se dire, moi je voulais qu'on puisse se dire en fait dans le doc, tiens c'est marrant, mais il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Entre le moment où il fait son intro et les 2 phases chez le psy, et après, c'est comme si plusieurs années s'étaient écoulées et que j'avais fait un peu ma rédemption, ou en tout cas mon mea culpa, et que je m'étais rendu compte des choses, de qui j'étais, de qui je suis devenu aujourd'hui. Et c'est exactement ce que fait Shaya dans le Real Ones de John Berntal, qui est quand même un pan énorme du documentaire, et qui, justement, façonne toute la dernière partie du docu, puisque c'est là que c'est le plus intéressant, dans le sens où c'est là où il se livre le plus. Donc c'est vrai que, autant on peut me reprocher de temps en temps de mettre... Enfin, moi je veux dire, je le répète, sans le cinéma, je serais rien. Le cinéma m'a fait grandir et évoluer, et je suis toujours obligé de lui rendre ce qu'il m'a donné. Et le cinéma, pour moi, c'est très personnel. C'est pas objectif. Le cinéma, c'est toujours subjectif. Tu peux pas mettre de l'objectivité là-dedans. C'est soit tu grandis, tu vis avec, soit tu vis une œuvre à fond, soit tu la vis pas ou moins, ou enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait ça sur YouTube. Je peux concevoir que ce soit des choses effectivement qui plaisent ou qui plaisent pas. Ça c'est une évidence parce que c'est un parti pris. Mais dans la mesure où moi j'ai toujours fait ça, là c'était en plus avec le contexte de Shaya et comment l'amorcer et puis parler de moi, c'était évident. Voilà, c'était une évidence qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Donc, donc pour moi, c'était évidemment important et l'axe crucial. Après, je peux comprendre qu'on aime ou pas. Je peux comprendre que ça gêne ou pas. Je ne suis pas comédien. Je ne sais pas ce que les gens ont pensé de mon jeu ou du jeu d'Aurel. Aurel joue. Moi, je joue pas. Je veux dire, ça faut le savoir aussi. J'en parlerai après dans les secrets de tournage. Mais par exemple, il y a beaucoup d'impro dans ce que je fais. J'ai écrit quelques petits trucs comme ça par-ci par-là, mais il y a beaucoup d'improvisation parce que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Donc, je suis même pas sûr qu'on puisse féliciter quoi que ce soit dans le sens où je ne joue pas. Je dis les termes parce que c'est des choses que j'ai vécues. Que ce soit dans le mal ou dans le bien, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Comment dire, il y avait beaucoup de choses qui étaient avant et qui se sont peu à peu transformées par la suite. Et c'était une idée que j'avais. Mais pour moi, voilà, c'était le point le plus important. C'était non pas de me mettre en avant, mais de faire une dernière introspection sur qui je suis, de la manière dont Shaya a fait une introspection sur lui-même. Et très clairement, il n'y avait pas de papy, tu peux laisser The Dégradé, c'est sûr 2000% que c'est El Flaco, hein, tu peux laisser les messages du Dégradé. Trop fan de CM Punk pour que je le reconnaisse pas, et la vibe du message était beaucoup trop flaquesque pour qu'à mon avis ce soit pas lui. Donc tu peux laisser, je suis quasiment convaincu que c'est Flaco qui a changé son bail. The Dégradé, ça peut être que lui. Mais voilà, en fait, c'était une partie intégrante du truc. Alors, je vais revenir un peu sur vos messages, qui parlent évidemment de ça. Documentaire qui dispose d'une structure évolutive cinématographique intéressante avec ce passage psychologique via le psychologue, ouais. Sans le côté intimiste, pas sûr que j'aurais aimé le documentaire. Bah parce que toi, en vrai, Flaco, t'es un habitué Twitch. Alors, il y avait aussi cette distinction qui était pas évidente. Il y a des petits caméos de temps en temps. Hein. Je veux dire, quand je parle de Big G, quand je fais des petites références à Kemar, à Thierry Henry, c'est aussi parce que voilà, bah ma communauté Twitch, ça fait partie de nos petites private jokes, etc. Et puis parce que c'est devenu un petit peu des fers de lance. Alors pour ceux qui suivent que sur YouTube, c'est vrai que c'est difficilement compréhensible. Bon, c'est drôle sur le moment parce que c'est en raccord avec ce que je dis, mais c'est un peu moins compréhensible. Mais oui, le côté intimiste, à mon avis, parlait peut-être un peu plus à ceux qui me suivent en règle générale, plutôt à ceux qui me suivent pas, parce que moi, c'est vrai que sur Twitch, j'ai pas forcément de mal, non pas à me confier, mais à me livrer. C'est deux choses qui sont radicalement différentes. Et voilà, moi, j'ai essayé de gérer comme ça. Après, voilà, comme dit Thierry, hein, je suis pas comédien.
Ça a été donné tel quel. C'était beaucoup d'improvisation dans ces séquences-là, mais moi je trouve que ça donne une âme. C'est ce qui donne une âme. Ah bah voilà, bah tu vois, Desktop. C'est ce qui donne une âme au docu. C'était le bon choix, mais il faut du courage pour se livrer. Oui, oui. Alors, du courage, oui, et en même temps, je me dis, c'est quelque chose qu'il fallait absolument que je rende à YouTube. C'est-à-dire que prenons quand même un comparatif simple qui est, j'ai vécu 8 ou 9 ans sur YouTube. Donc il y a aussi cet état des lieux à faire. Il y aura un petit, bien moindre, mais un petit état des lieux sur Jared aussi. Mais il y a forcément un état des lieux à faire là-dessus, dans le sens où quand tu passes 8 ou 9 ans sur une plateforme, bah c'est tout de suite différent, tu vois, à gérer. C'est forcément autre chose. Donc oui, il y a des thématiques à aller chercher, il y a des questionnements sur ce que tu as fait sur YouTube, sur toi-même, sur des choses, bah, justement, que j'ai appris grâce à Shaya, et ça, c'est important. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris grâce à Shaya euh, qui, euh, qui méritaient d'être entendues par la suite. Quand j'ai vu Real Ones, je me suis encore plus vu. C'est-à-dire que Real Ones m'a encore plus donné l'envie comment dire, d'aller dans l'intime dans ces choses-là puisque c'était important pour moi en fait d'aller chercher dans de l'intimiste. Mais c'est des points qui sont importants. Alors je sais pas si c'était audacieux ou non, hein, ça je sais pas si faire de l'intimiste c'était forcément audacieux, mais en tout cas c'était quelque chose qui était important. Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Très honnêtement, hein, qu'on parle de la partie fiction ou de la partie sur Shaya ou de ce que je dis à l'intérieur, quel est pour vous le documentaire entre Pratt, Berntal et Shaya qui vous semble le plus abouti? C'est une question, vous répondez avec votre avis, évidemment, en totale objectivité. Quel est pour vous celui que vous avez préféré, celui que vous trouvez le plus abouti? Et un petit bisou évidemment à mon mat. J'ai commencé ta vidéo sur Cinescape, je me suis gardé le moment où tu vas présenter Cinescape justement pour demain. Mais j'ai regardé toute la première partie, c'était grave cool. Parce que ça c'était une question que je me posais quand même pas mal du style j'avais peur en fait John Berntal, c'était un blockbuster. Je l'ai toujours vu comme ça. Euh, Chris Pratt, c'était le galop d'essai. Berntal, c'était le blockbuster. Shaya, c'était l'intime. De mon côté, je trouve que euh, alors, j'ai regardé de justesse avant la diffusion. Attends, j'ai regardé les deux juste avant la diffusion sur Shaya. Celui du Punisher est au-dessus, notamment du 1, et peu au-dessus de Shaya. Ah, donc Nobin, toi, Shaya, c'est celui que t'as le moins préféré des trois, du coup. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a du Berntal, il y a du Shaya. Bon, il y a pas de Chris Pratt, ça me paraît une évidence, mais, euh, mais pour moi, en fait, Chris Pratt, c'était de l'expérience parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais, etc. C'était tourné avec des potes et tout. Merci Sarah pour pour ta participation. Toi, tu seras privé de Pepsins. Mais voilà, Chris Pratt, c'était Chris Pratt, c'était l'expérience. Berntal, on avait des moyens, on avait beaucoup de budget, il y avait une grosse équipe, etc. Et puis forcément, bah les séquences étaient beaucoup plus grandiloquentes. Il y avait du monde. Shaya, de mon point de vue, hein, les thèmes abordés sur Shaya, le courage du docu sur Shaya et l'écriture de Shaya est, je pense, supérieure aux deux autres. Vraiment, je pense que c'est autrement supérieur. Chris Pratt, c'est évidemment le moins bon. Et quand je regarde Chris Pratt aujourd'hui, j'en ai même un peu de mal parce que je me dis c'est mal écrit. Enfin, c'est mal écrit. C'est beaucoup moins bien écrit que maintenant, mais c'est normal. C'était en 2018. J'ai pris 6 ans de YouTube depuis. Putain, c'était il y a 6 ans déjà. 5 ans et demi. Donc j'ai pris 5 ans de YouTube par la suite. C'était trop rapide en termes de débit. On n'avait pas le temps de respirer dans le documentaire. C'était chiant. Et puis, bon, c'était tourné vraiment tranquille, de manière un peu amateur.
John, voilà, John, comme dit Nobin, hein, c'est plus de budget, des séquences plus cool, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus blockbuster. D'un autre côté, John Berntal dure un gros quart d'heure de moins que celui sur Shaya. La forme, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, la forme sur Berntal est supérieure. Le fond sur Shaya, je le trouve supérieur. Parce que Shaya, je me livre beaucoup plus, parce que ça fait pas non plus brigand, tu vois, ça fait quand même relativement pro. On était relativement contents des plans qu'on avait fait, notamment avec Aurel, parce que, écoute, c'était très simple, mais globalement, la couleur était plutôt belle, etc. Enfin, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Donc moi, ça, je trouvais ça intéressant. Je trouve que la qualité d'écriture, le fond et la manière dont je parle de Shaya, dont j'arrive à me mettre à l'intérieur, etc., est peut-être meilleure sur Shaya. On en parlait d'ailleurs avec Aurel et c'est intéressant. Aurel et moi, on savait plus comment on avait terminé Berntal. Je me souvenais de comment j'avais fait mes scènes, mais je me souvenais plus de ce que je disais comme conclusion. La différence avec Shia LaBeouf, c'est que John Berntal, il y avait que John Berntal. C'est ce que dit Papy, tu vois. Et c'est un parti pris, Papy, que je peux comprendre. Berntal, il y avait que Berntal. Parce que bon, j'adore Berntal, mais c'était un cri du cœur, parce que je suis fan de l'acteur. J'ai pas grand chose, moi, humainement, de Berntal. Je veux dire, à part un mec, voilà, qui a connu des grosses galères et qui a réussi à se relever, et puis qui a un esprit de famille, etc. Ok, mais j'ai pas grand-chose, moi, en lien avec Berntal. Par contre, Berntal, c'était full sur lui. Donc, il y avait, je trouve, moins d'émotions sur Berntal, où c'était blockbuster grandiloquent. Shaya, il y a beaucoup plus de moi, il y a beaucoup plus d'émotions, et il y a, je pense, une écriture un peu plus intime qui était intéressante. Pour moi, de la manière dont je retrace même l'acteur et tout, je trouve que Shaya est au-dessus, de mon point de vue. Maintenant, c'est vrai que si on compare par rapport à Berntal, justement, la qualité visuelle, esthétique, etc., ça a rien à voir. Une différence, c'est que voilà, comme dit Monsieur D, un peu, premier prometteur, second abouti, un dernier concluant, c'est exactement pour moi comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire, on a le début, le milieu, la fin. C'est là où, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de le gérer comme ça, c'est qu'il y a un début, un milieu, une fin. Il n'y a pas à comparer l'un et l'autre. Évidemment que tu peux... Chris Pratt est en dessous des deux. Voilà, ça c'est une évidence, il dure qu'une heure, etc. Shia sur le fond est au-dessus, Berntal sur la forme est au-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, les trois sont se chevauchent vraiment, je trouve. Et c'est peut-être ça qui est assez intéressant. L'intro de Berntal est ouf, par contre, ça on peut pas leur tirer. Ah oui, non mais sur le fond, je veux dire, rien à voir. Sur le fond, rien à voir. Après, j'ai prévu un deuxième endroit ici où je vais justement revenir un petit peu sur les points de l'imagerie du doc. Dans les petites anecdotes, sachez que, par exemple, cette scène-là ne devait pas être faite comme ça à la base. Ça, c'est la scène d'introduction, justement, où j'écoute à travers un microphone ce qui se passe. Pour remettre les choses dans le contexte du documentaire, je devais normalement le faire avec la même équipe que j'avais fait avec Berntal. Pas le même moyen, ni beaucoup de gens, hein, parce que c'était très intimiste. Et dans tous les cas, il y avait que 4 ou 5 comédiens, donc moins grandiose, mais fait avec la même manière. Et ce n'est pas du whisky qu'il y avait d'ailleurs dans le truc de whisky, c'était juste pour faire genre c'était de la tequila, mais c'était le seul truc que j'avais dans le frigo. Mais donc du coup, dans cette intro-là, normalement, je vais vous donner l'idée, hein, dans ce documentaire, il devait y avoir normalement une séquence filmée de moi dans un tribunal avec... J'aurais aimé Mathieu Blôme, normalement c'était lui qui était prévu, je sais pas si t'es toujours là Matt dans le chat, mais c'était lui qui était prévu, avec un avocat à côté de moi, un gars de sécurité, le texte était le même, mais je devais avoir cette séquence-là. Ensuite, je devais dire ce que je dis dans le microphone au gars, et après même, normalement, je devais partir. Et puis on devait retrouver John, donc Nassaf de John Berntal, qui me lâche lui aussi, qui me dit non mais je peux plus rien faire pour toi, etc. C'est bon, j'en ai marre, voilà. C'était l'idée de la scène d'introduction.
Il se trouve que rien n'a pu se faire puisque, passé un certain cap, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de l'équipe de Jordi. Non pas que je leur en veuille ou quoi que ce soit. Je pense très sincèrement qu'à mon avis, Jordi était beaucoup moins intéressé par ce docu-là que le précédent parce qu'il y avait peut-être moins de choses à faire d'ordre de réalisation ou technique, encore que sur le moment, on aurait pu se faire plaisir là-dedans. Je l'ai jamais senti aussi intéressé par celui-là que par celui d'avant. Et surtout, et ça c'est pour ça que je lui en veux pas, c'est un mec qui a du boulot aussi, qui gère des boîtes de prod, qui je crois aussi maintenant gère des trucs de restauration, etc. Enfin, il est blindé de travail partout. Et la scène que j'ai fait, alors si je peux vous la montrer, elle doit être quelque part par là, voilà, cette scène-là, qui est la scène du fond vert, celle-là, c'est lui qui l'a gérée. Alors celle-là était de la même manière que je voulais faire, c'était juste une petite vanne à la fin où je reprenais Just Do It de Shia, qui était prévue pour être justement la scène post-générique de base. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai pas pu avoir l'équipe. Et j'ai pas pu avoir Mathieu Blom, puisque Mathieu Blom gère une escape game, et que forcément, c'était hyper compliqué d'aller chercher quelqu'un qui a une escape game, sachant que on n'habite pas du tout au même endroit, donc c'est pas évident. Donc je n'avais pas Mathieu Blom, je n'avais pas l'équipe, et je n'avais pas Nassaf qui est à Montréal. Donc forcément très compliqué, et j'avais demandé à ce qu'il puisse éventuellement me faire une conversation téléphonique, etc. Par presse interposée, et puis qu'il me filme son truc, et voilà. Et finalement ça a sonné autrement, j'ai pas pu avoir toutes ces choses là. Donc la scène d'intro est devenue finalement ce système où je suis seul face caméra. Alors, pour le coup, je trouve que la couleur est très belle. La couleur fait assez pro avec la lumière sur le whisky, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Évidemment, c'est moins. Alors, entre guillemets, et c'est là que je vais vous poser la question. C'est peut-être moins grandiose filmiquement, mais je me suis quand même demandé, est-ce que ça a pas plus de fond? Et on se l'est dit justement avec Aurel, avec Léa et avec Matt au moment où on l'a fait. La version qui est là, où on entend à travers le haut-parleur du petit boîtier qu'il y a sur la table, le tribunal, et moi qui réagis à ça et qui me fout de la gueule en fait de ce que j'entends du tribunal pour amorcer le docu, je me demande si ça, c'était pas plus original. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Mais moi, j'ai trouvé que l'introduction, dites-moi au fur et à mesure, qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cette intro? Alors, on peut toujours dire, ouais, tu te filmes que toi, puis t'es en train de réfléchir, tu joues sur une voix off, etc. Bon, là, c'était le but, puisque justement, j'écoutais le truc. Mais je trouvais que ça, c'était plus original que filmer le bordel. Non, pas plus original que John. Faut pas comparer. Plus original que ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire le script de base où j'étais au tribunal avec des mecs qui discutent et puis tout le monde qui me lâche. Il y aurait eu la même musique, le même texte, etc. C'était c'était l'idée de base. C'était cette idée-là. Ce que vous avez vu dans le documentaire, c'est une version amoindrie parce que forcément ça a été plus compliqué à mettre en place. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré sur le peu de plans qu'il y a eu parce que c'était des plans avec des légers zooms, etc. qui étaient plutôt pas mal. Et puis justement, une thématique qui était peut-être un peu plus originale que l'autre. L'idée était bonne aussi, mais celle-ci est dans la continuité du docu et colle vraiment bien avec le reste. C'était cool comme ça, c'est très bien ainsi. Difficile à dire. Moi, s'il me faut une comparaison visuelle pour prendre une décision. Ouais, après, voilà, c'est dans les petites anecdotes du tournage que je vous donne. Hein. Là, forcément, ça restera que dans ma tête. Mais c'était très compliqué de trouver, ne serait-ce qu'à Royan, parce que moi, j'habite au fin fond du monde, un endroit qui fasse tribunal, ou qui sonne comme un tribunal. C'était compliqué de mettre ça en place. C'était aussi compliqué de trouver de la figuration, etc., sachant que je voulais de l'intimiste. Je n'avais pas vu cette scène avant le ciné. Non, Aurel, Seb n'avait rien vu du docu avant le cinéma. À quelques petites séquences près, vite fait, que je leur avais montré, ils avaient rien vu. Au début, j'avais du mal à entrer dans cette partie du docu. Après, petit à petit, j'ai compris le sens et l'idée derrière et j'ai apprécié. Après, franchement, ton intro est très bien et pose les bases du doc intimiste. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, c'est bien, tu vois, l'univers. Parce que ça permet, en fait, de se dire... c'est une intro qui est simple. Effectivement, hein, c'est une intro qui est simple. Mais en même temps, il y a un côté aussi isolé, moi, que je trouve intéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'on est là, et ça, c'est exactement la tête en général que je fais quand je reçois des nudes du Mediavore. Je tiens à le rappeler. Mais ces séquences-là, c'est...
Moi, ce que j'aime bien, c'est l'esthétique qu'il y a derrière. Les plans sont simples, mais la lumière, elle est sur moi. Derrière, il y a absolument rien. C'est noir. La lumière est sur l'alcool. C'est assez symbolique aussi, justement, de la perte du personnage. Et puis, tu sens que tout le monde l'a lâché, quoi. Donc, c'est peut-être un petit peu plus original de faire comme ça et se dire, bah, finalement, tu vois, tout le monde a lâché le mec. Maintenant, il est tout seul. Au revoir, merci. Et on part sur autre chose. Donc c'était l'idée que j'avais sur ça, qui a été une idée que j'ai eue sur le tard d'ailleurs. Hein. Je savais absolument pas comment j'allais gérer ça, puis à un moment donné, je me suis dit putain, mais c'est vrai que j'ai mon pote Lucas d'ailleurs que j'embrasse, bah, qui a un endroit chez lui qui est très cool et ça pouvait arriver là-dessus. Donc donc ça c'était intéressant. Après il y a eu ces scènes là. Hop, essayer d'avoir un truc un peu plus chill. Voilà, au niveau de l'image. Après, il y a eu cette séquence-là, qui est donc justement les deux séquences du psy. Alors là, il faut savoir quelque chose. Ces deux séquences-là n'ont quasiment pas été changées. Si j'avais eu l'équipe en place et un autre comédien pour la voir, bah, on aurait peut-être vu le jeu d'un vrai comédien, parce que bah effectivement, Aurèle et moi, on n'est pas des comédiens. Bon, moi je joue pas, moi je suis qui je suis, moi. Donc, mais on aurait eu un jeu peut-être différent, peut-être la scène il faut savoir que ça c'est la première scène, elle serait restée en plan séquence, on n'aurait pas vu le psy tout de suite. La deuxième scène, il y aurait peut-être eu un petit peu plus de plans, etc. Et puis un autre endroit où tourner, peut-être un petit peu plus intéressant. Il faut savoir que ça a été tourné chez moi. Pareil, honnêtement, ça, j'ai trouvé que ça fait relativement pro. Moi, c'est les deux scènes où je suis le plus content. Autant, tu vois, la scène d'intro, c'est des trucs où je chipote, hein, mais je me dis, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus de plans, ou je sais pas trop comment j'aurais pu prévoir ça, même si ça va encore. La scène finale, on n'a pas eu de bol, puisque on avait pris plein de rushs avec Léa, qui était hyper cool, mais on n'a pas pu s'en servir, parce que la lumière du cinéma, en fait, a fait que les séquences ont lag, et j'ai dû gérer, mais je vous expliquerai après comment j'ai fait, j'ai dû gérer sur d'autres choses. J'avais pas mal d'idées en tête, et finalement, on est arrivé sur autre chose. Celle-là, pour moi, c'est la scène que je préfère de toutes les séquences filmées. D'un point de vue visuel, sinon c'est évidemment celle avec Léa. Mais d'un point de vue visuel, la lumière est plutôt belle. L'étalonnage et la post-prod s'est bien passé. On a réussi, à part quelques petits problèmes de son, à plutôt bien gérer le truc. Et l'idée de faire ça avec Aurèle, je vais être tout à fait honnête avec vous, au début, l'année dernière, je voulais que le psy soit une femme pour mettre en avant certains dramas que j'avais eu avant, etc. Ou dans la première scène, j'aurais pu me foutre de la gueule de ça. Et puis justement, dans la deuxième, bah, je trouvais ça intéressant en fait que ce soit certaines tares de ma vie qui s'arrêtent et qui passent sur autre chose, qui sont les plus belles choses qui me soient arrivées, c'est-à-dire ma relation avec Léa. Donc du coup, je voulais que ce soit une femme au début. Pareil, on avait, je sais pas si Jordi avait eu des contacts avec telle ou telle actrice ou autre. Il n'empêche que bah on a tourné ça assez rapidement parce que finalement j'ai pas beaucoup eu de nouvelles de Jordi par la suite. Donc on est passé sur ces formats-là. Et là il y a un truc qu'il faut savoir aussi parce que pareil. C'est aussi intéressant d'avoir des séquences filmées comme ça, dans le sens où vous allez peut-être plus comprendre le propos. La voix off, c'est Matt. Matt est une des personnes pour qui me connaît le plus, une des personnes à qui je tiens le plus hein, en termes d'amitié. Mathieu Blôme, ça fait partie des 4-5 personnes que j'aime énormément, notamment avec Aurèle, Seb et puis 2-3 potes que j'ai évidemment perso. Mais pour les gens que vous connaissez, il y avait Aurèle évidemment, Seb et Mathieu Blôme. Alors Seb est chroniqueur dans le docu. Mathieu Blôme, qui était la voix off de la scène d'introduction. Où est-elle la scène d'intro? C'est pas là, elle est là. Matt, qui est donc dans la scène d'introduction, qui est là, lui, il fait la voix off du juge. Il y a forcément un truc qui est pertinent là-dedans, tu vois, aller chercher derrière. Là, on arrive sur Aurèle, qui est la voix du psy. Donc c'est Aurèle qui a joué. Et dans la forme, moi j'aime bien. Ouais, dans la forme, c'est des plans que j'aime bien. Avec moi, le fondu derrière en flou, avec juste la lumière, etc. Les bouquins, le fait qu'on voit que sa main avec des choses écrites, ça fait garder la caméra sur l'essentiel, mais en même temps,
ça laisse une dimension sur mais qui est ce gars, tu vois, qui connaît mieux le personnage que lui-même semble se connaître. Donc il y avait des choses qui étaient intéressantes. Et Aurel, bah, c'est une des personnes qui me connaît le mieux et c'est probablement la personne que j'ai le plus souvent au téléphone et bah, peut-être l'un des amis que j'ai le plus vu dans ma vie ces derniers temps. Et bah, lui, pareil, il y avait une connotation assez particulière, que ce soit lui le psy, lui qui me connaît par cœur, qui joue mon psy, Matt qui me connaît par cœur, qui joue mon juge. Il y avait des choses comme ça qui étaient intéressantes, je trouve, dans la manière dont c'est fait. Et c'est vrai que ces séquences-là, où au début je suis totalement dans le déni, et puis voilà, par la suite, où je vais un petit peu plus me livrer, où ça va être vraiment ultra négatif, avec toujours de la musique qui va derrière, etc. Et puis bah, quelques séquences quand même avec le Zweig, qui lui discute de tout ça, où là justement ça permet de le voir. C'est des plans qui font relativement pro, là je trouve. Il y a des plans relativement professionnels, il y a des plans qui passent plutôt bien et qui sont assez pertinents. Donc moi c'est vrai que c'était des choses qu'il fallait que je fasse là-dessus. Et dans ces deux séquences-là, rien n'a été modifié par rapport à ce que j'avais en tête. J'aurais pu voir un autre décor, mais ce décor-là, je le trouve finalement très bien. Ça devait être une femme, mais finalement, je me suis dit qu'Aurel, c'était encore mieux parce que bah, c'était un ami et que ça prenait une connotation hyper pertinent. Et puis, bah, les seules choses qui ont changé, c'est que j'avais prévu un texte et au final, j'ai quasiment fait que de l'impro parce que, arrivé devant le fait accompli, j'ai été pris par bah, ce que je ressentais à ce moment-là, les sentiments que j'avais à ce moment-là et tout s'est enchaîné vite. Preuve en est qu'Aurel était pris dedans. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette séquence. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séquence. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette séquence-là. La manière dont je joue le truc, Aurel était pris parce que Aurel me connaît. C'est vous dire à quel point ça sonnait vrai. Aurel me connaît par cœur et lui, il me l'a dit. Je lui ai dit, on va en reprendre une parce que je suis pas sûr. Il me dit, gros, ça sert à rien. Tout ce que t'as dit, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait dire et t'étais habité dans le truc. T'avais limite les larmes aux yeux et tout. Tu pourrais pas faire mieux une deuxième fois. Et je pense qu'il avait raison. Alors après, on aime ou pas le propos. Encore une fois, moi, je peux comprendre Papy qui dit, bon, bah, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère un truc full sur Shaya. Je le redis encore une fois, si je m'étais pas mis dans le documentaire, le docu sur Shaya n'aurait peut-être pas vu le jour. Ou en tout cas, pas comme ça. Parce qu'il y avait un degré, en fait, à avoir entre la manière dont je parle de moi et je fais mon autocritique et j'espère une rédemption et bah, justement le moment où on est avec Shaya et où il y a la même chose. Juste la voix du psy me sortait par moment du docu, c'est une voix off. Était-ce le but? Ah non, non, c'est lui qui parle. Non, on était à deux à jouer, hein, c'est lui qui parle. Hein. La voix du psy. Alors, la voix du psy, on a eu quelques petits problèmes. Enfin, ça se remarque pas. Honnêtement, ça se remarque pas parce qu'on a bien sauvé les meubles. Le texte devait être plus long. Il y avait des morceaux de texte que je pouvais pas utiliser. Il y avait par rapport au micro ou d'autres choses que je pouvais pas prendre. Donc, on n'a pas charcuté le truc, mais on a retiré certaines phases et au contraire, je trouve que c'est mieux. Ça donne du rythme dans le sens où ça met des pauses. Et le fait de mettre des pauses, c'était hyper intéressant parce que justement, on a le temps de s'immerger et puis enfin, je trouve que c'est plus immersif. Pour moi, cette séquence est liée directement à celle entre Shaya et John, donc très bien, bravo à vous deux. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'était le but aussi. C'est là où tu te dis que tu vois, c'était facile sur Berntal. Faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Berntal, on fait que reprendre. On reprend le Walking Dead, on reprend le Loup de Wall Street, on reprend le Punisher. C'est facile. Tu reprends du texte, des trucs, des machins, t'as une équipe, des comédiens. Ça, c'est plus dur. Se livrer humainement, c'est plus dur. Avoir une idée de ce qui se passe et puis trouver une idée de comment ça va se faire et de certaines choses et puis de le mettre en coalition avec Shaya, de trouver les idées, c'est plus dur. Dans la jeunesse du projet, sachez que ça, c'est quelque chose que j'avais tout de suite. C'était différent de Berntal. Berntal, je ne savais pas ce que j'allais faire en termes de séquences filmées au moment où j'écrivais sur Berntal et au moment où je faisais mon documentaire et où je le montais. Je savais pas ce que j'allais faire. Ça, je le savais dès le début. J'étais conscient directement de ce que j'allais faire. Donc c'était bien différent parce que celui-là était structuré dans ma tête depuis longtemps. Alors ensuite, on a la séquence finale. La séquence finale qui de base ne devait pas être comme ça du tout. À la base, la séquence finale, je devais reprendre la séquence finale de Paranoïaque.
C'est-à-dire, je devais sortir d'une maison et puis aller retrouver Léa et puis faire quelque chose de plutôt beau là-dedans, vraiment filmer de la même manière que c'était filmé dans Paranoïaque. Alors il se trouve qu'on n'a pas eu le temps, on n'avait pas les moyens de pouvoir le faire d'un point de vue technique à cause du temps qu'on avait, et puis on a aucun endroit particulier qui rendait vraiment bien, et comme dans l'idée on était plus parti à la base le week-end où on a tourné avec Aurel et Léa pour faire l'intro et les plans du psy, on n'avait pas pensé à la conclusion. Bon, de base, c'était l'intro et les plans du psy que je voulais faire, et la conclusion, on verrait après. Donc la conclusion, finalement, on l'a fait d'un autre point de vue. Cette conclusion-là, c'était une idée de conclusion que j'avais, parce que je me suis dit, et là, pareil, ça peut paraître... Alors moi, quand je trouve ces plans-là très beaux, je sais pas, dites-moi dans le chat, mais honnêtement, le plan, là, voilà, devant une salle vide, avec la lumière sur moi, la couleur qui va avec, etc. Bon, pour être tout à fait honnête, moi, c'est des plans que je trouve relativement beaux. C'est-à-dire, visuellement, ça fait relativement pro, et c'est des plans qui sont beaux à regarder. Hein. Moi, j'étais content de ces plans-là. Problème, comme je l'ai dit, on n'avait que 2 plans qui étaient possibles, parce qu'après, la lumière changeait en fonction d'où on était, et donc malheureusement, on n'a pas pu garder. Donc, on est passé d'une idée de, bah finalement, je veux faire le truc avec Léa un peu à la fin de Paranoïaque, à finalement, on va tourner dans un ciné. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est que si on regarde bien, comme quoi tout avait une idée, où est-ce que je commence mon docu sur Chris Pratt? Voilà. Pour ceux qui savent. Le documentaire sur Chris Pratt commence dans un cinéma. J'arrive dans un cinéma, tout feu follet, je fais le fou, je danse comme Chris Pratt et je suis sur une scène. Le documentaire sur Shia LaBeouf, qui est la conclusion, termine dans un cinéma. Plus mûr, plus réfléchi, plus adulte, il y a 6 ans qui sont passés. Moi, je trouve que c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est simple. Oui, c'est simple. C'est beaucoup plus simple que Berntal. Maintenant, à un moment donné, si vous me demandez quelle est la meilleure conclusion entre ça et Berntal, moi, je vous dis celle-là. Il y a 3 plans, c'est plus simple. La conclusion sur Berntal, ça tirait dans tous les sens, etc. D'accord. Elle était beaucoup moins émouvante. Elle était, ouais, peut-être plus cool, plus péchue, etc. Mais elle avait moins voilà. Elle avait moins cette sincérité-là. Et puis, il n'y avait pas cette conclusion-là. Là, c'est vrai que tu boucles vraiment la boucle. Et c'est ça que je trouve intéressant. Cela donne aussi une sorte de conclusion de ta chaîne. Tu ne l'avais pas au début, elle est venue durant ton parcours. Ouais, exactement. Je sais que la boucle, elle est bouclée, quoi. Et moi, bah, je trouve ça intéressant, quoi. C'est humainement, c'était bien. Alors, la chose qu'on avait fait avec Aurel, hein, le plan qu'on avait fait avec Aurel, bon, il n'était pas dégueu non plus. C'est juste qu'il n'était pas utilisable parce qu'effectivement, on n'avait pas le matos qui allait avec. Et puis parce que en termes d'échelle de plan, je pouvais plus mettre les bandes noires derrière. On s'était planté d'échelle de plan. Et puis il y a évidemment bah, la dernière séquence qu'il y a là, donc avec Madame. Alors, qui, du coup, je sais pas si certains se sont posé la question, pourquoi il l'a mis en noir et blanc, pourquoi on voit un effet un petit peu télévisé, pourquoi il y a le zoom qui arrive, référence à Paranoïaque. La musique, c'est One Man Wrecking Machine, donc la musique de Paranoïaque. Justement, eh ben, la musique de fin de Paranoïaque One Man Wrecking Machine était la musique que j'ai utilisée ici. C'est fait exactement de la même manière, et à la fin de Paranoïaque, c'est le pote de Shia LaBeouf qui filme, qui dit voilà bientôt la vidéo la plus vue sur YouTube, etc. Il filme son truc et bah, à un moment donné on voit Shia enfin Kyle et Ashley en train de s'embrasser avec un effet un petit peu caméra Sony de l'époque, un petit peu bleu là, vous savez, genre le truc vraiment à l'ancienne, quoi, pas à la Outlast mais pas très loin, tu vois, les caméras des années 2000 quoi. Et là j'ai voulu faire un peu la même chose. Donc du coup, on a un peu ce même ressenti, ce même rendu, c'est-à-dire de vouloir avoir quelque chose, voilà, de télévisé, un petit peu comme si c'était filmé au caméscope. D'ailleurs, je mets un petit bruitage de caméscope avant, et puis Léa qui arrive à la fin, etc. Et qui est là donc pour la conclusion du documentaire. Donc moi je trouve que ça c'était assez pertinent pour le coup. Enfin en tout cas de mon point de vue. Mais alors non, ça c'est noir. Hop, voilà, merci. Mais ouais, je trouve que c'était un peu plus intéressant de le gérer comme ça.
Cette vidéo était une putain de dinguerie. Merci beaucoup en tout cas pour les messages. La concrétisation de Shaya vers le christianisme ne m'a pas surpris. Une belle rédemption est découverte pour lui. Et le plus beau, c'est que c'est son métier d'acteur qui l'a mené à camper le monastère. Oui, et faut savoir que maintenant, Shia LaBeouf veut devenir diacre. Donc ça se trouve, il va laisser tomber sa carrière d'acteur pour devenir diacre. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais ça, on le voit. Voilà, sa conclusion, voilà, le christianisme, c'est ici. C'était sur Padre Pio. Alors il y a évidemment beaucoup de choses qui sont intéressantes à gérer là-dessus. Ça a été énormément de travail de montage. Ça, je pense que c'est une évidence parce que il y a eu un montage d'1h52, ça a été 8 mois de travail et beaucoup de choses comme ça. Hein. Je veux dire, sur l'ensemble du montage, vous imaginez même pas à quel point, même sur ne serait-ce que faire ça, par exemple. Voilà, même ça, tu te dis, faut écrire le texte, faut que le texte défile. J'ai appelé Aurel, justement, qui a fait la voix de ça, parce que je trouvais ça intéressant. On l'avait fait avec Berntal sur une phrase. Je trouvais ça intéressant que les phrases que dit Shaya et que moi, je dois annoncer comme ça, plutôt que de les faire lire ou plutôt que ce soit répétitif parce que je les donne tout le temps, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui les lise tel quel. Comme ça, on est encore plus en immersion dedans. Donc moi, je trouvais ça que c'était, je trouvais que c'était intéressant, quoi. Penses-tu commercialiser la trilogie en version DVD? Alors, je pense pas, parce que je pense que ça intéresserait pas grand monde pour un truc commercial. Peut-être éventuellement un jour sur Twitch ou autre, faire un petit donation goal pour que je puisse en créer une petite dizaine, une vingtaine pour des gens qui veulent. Je pense pas particulièrement, tu vois, que ça intéresserait du monde. J'avoue que je n'ai aucune idée de comment on fait ça aussi, un DVD ou un Blu-ray, mais je reste assez les pieds sur terre. Il faut savoir que, par exemple, alors ça c'est la phase un peu entre guillemets dommage, mais d'un autre côté, c'est voilà, c'est comme ça, hein, c'était le parti pris. C'est un documentaire qui ne m'a rien rapporté. Faut le savoir. Autant Chris Pratt et Berntal, il y avait eu quelques petites légères recettes derrière. Autant, quoique non, même pas particulièrement. Mais Shia ne m'a rien rapporté. Donc c'est un docu où j'y ai mis énormément de temps, j'y ai mis pas mal d'argent aussi, les recettes ont été zéro, ça a indemnisé le Club de l'Étoile, mais il n'y a pas eu de recettes parce que le docu en fait n'est pas monétisé sur YouTube. Donc forcément, c'est pas voilà, je saurais pas donner justement entre guillemets même un tarif au Blu-ray ou DVD que je sortirais, parce que je sais pas exactement ce que ça vaut. Pour moi, c'est que du travail de vidéaste YouTube, hein. Donc il y a aussi une part de modestie, mais c'est un docu qui ne m'a pas rapporté d'argent. J'ai pas été monétisé par YouTube parce que j'ai mis beaucoup d'extraits. Je voulais que ce soit qualitatif, donc du coup effectivement j'ai pas fait de cut etc pour assurer mon doc. J'ai voulu le faire tel quel avec de la musique, des trucs et tout. La chance que j'ai, c'est que justement il a pu sortir tel quel, et ça c'est super parce que à 13 secondes, voilà, je vais vous montrer un extrait rapide, enfin une image d'un extrait qui est c'est avant ça, c'est bien avant ça, qui est là. Voilà, là. Voilà. Il faut savoir que cette séquence-là de Tax Collector, cette séquence-là, c'est une séquence qui, normalement, dans le docu initial, dure 30 secondes. Là, il y en a plus que 12 secondes. J'ai supprimé le début, j'ai laissé que le plus intéressant, quand il dit qu'il est Dieu, parce que sinon, pour droit d'auteur, Universal le bloquait dans le monde entier. C'est tout ce que j'ai eu à retirer. D'un documentaire d'1h53 et 3 secondes, on est passé à 1h52, 46. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Maintenant, effectivement, voilà, c'est pour moi une très belle conclusion. C'est un peu le petit côté négatif, c'est qu'effectivement, j'aurais pas eu de recettes à hauteur du travail que j'ai fourni, parce que je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Tout travail mérite évidemment salaire. Ça a été 8 ou 9 mois de travail. Je le savais que de toute façon, a priori... c'était impossible que sur YouTube de toute façon ce soit monétisé, donc j'ai volontairement fait ça au détriment de l'argent, mais je pense pas en faire une version commerciale DVD ou Blu-ray, parce que je saurais même pas
Je saurais même pas à combien mettre ça en termes de tarifs. J'aurais surtout envie en fait de l'envoyer gratuitement parce que voilà. Euh, et euh, et puis bah voilà, c'est un documentaire qui m'aura rien rapporté. Donc la seule possibilité de toute façon, alors et encore, c'est pas du tout une obligation parce que bon, c'est bon là, on n'est pas là pour ça, mais la seule possibilité qu'il y ait une entre guillemets, et c'est entre grosses guillemets, qu'il y ait une indemnisation sur le docu, c'est si ce soir il y avait des dons sur le chat YouTube. Si ce soir il y avait des dons sur le chat YouTube de certaines personnes qui font des dons pour dire bon bah voilà, bravo, GG le truc et tout, là éventuellement je pourrais dire bon bah les recettes du live d'aujourd'hui sont un peu les recettes du docu final. Mais sinon c'est vrai que sur la première, il n'y avait pas possibilité de faire de dons de toute façon parce que le documentaire lors de la première, comme il est interdit en Russie, ça annule le Super Thanks. Donc pas moyen en fait de lâcher un super thanks dans les commentaires de la vidéo et il n'y avait pas moyen de faire de dons dans le super chat. Donc dans tous les cas, il pouvait pas être rémunéré. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas grave. Tu préfères que ce soit qualitatif comme tu l'imagines ou tu préfères toucher 10 ou 15 balles sur le docu et malheureusement devoir charcuter des tas d'extraits et puis te dire ah bah ça ressemble plus trop. Donc voilà, la question elle était vite répondue, très très vite répondue. Donc c'est vrai que ça n'a pas été tarifé. Alors, on sait jamais s'il y a des dons ce soir pour féliciter le docu, pourquoi pas. Mais les dons qui seraient là ce soir sur le chat seraient la seule rémunération que j'aurais sur le documentaire. Parce que par rapport à l'avant-première qu'il y avait eu au cinéma, ça a permis d'indemniser le Club de l'Étoile, mais il n'y a pas eu de retour derrière sur investissement. Maintenant, la première était super. Hein. Dans tous les cas, pareil, je regrette rien, parce que c'était une expérience de zinzin. Hein. La toute fin m'a retourné le beat, perso. Je connais Shaya depuis longtemps, je sais qu'il est parti dans tous les sens, mais je ne savais pas que ces démons lui avaient à ce point fait du tort. Si, ben, il y a eu beaucoup de passages extrêmement difficiles. Il y en a beaucoup qui le disent, hein, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. L'un des grands points forts, je pense, du documentaire, c'est ça. C'est la présence de Berntal. Le fait d'avoir pu utiliser Real Ones, pour l'anecdote d'ailleurs, j'ai été retweeté par John Berntal lui-même sur Twitter parce que j'avais dit que son Real One c'était excellent, je l'avais dit même en français, je sais pas comment il a pu retweeter ça, mais à la bonne heure. Ces séquences-là font quasiment une grande part du docu. Vraiment. Il y a eu, il y avait beaucoup de choses justement à témoigner et je pense que la manière dont justement Shaya se dévoile à Berntal, la manière dont Shaya parle de lui, la manière dont on entre dans cet axe de rédemption et où il y a ce fil rouge qui arrive au fur et à mesure et qui donne justement cette opportunité, pour moi, c'est le plus intéressant. Pour moi, c'est vraiment le plus intéressant. C'est-à-dire que c'était là qu'il fallait miser sur... En plus, les choses sont bien faites. J'avais fait un docu sur Berntal. Comme par hasard, les deux sont potes. Et derrière, en plus, on arrive sur Berntal et Shaya qui discutent ensemble et puis qui se permettent d'avoir une discussion entre eux. Donc ça boucle encore plus la boucle. Moi, je trouve ça bien. Vraiment, je trouve ça cool. Ça a été l'une des choses pour moi qui m'a beaucoup plu dans la manière de faire le docu. Alors c'était en plus une grande chance hein, de pouvoir faire ça, mais c'est vrai que ça a été, comment vous dire, ultra révélateur. Et je pense qu'effectivement, la façon qu'il a de se dévoiler, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en lui avant. Et ça, c'est forcément, ça, c'est hyper émouvant. Mais en plus, ça permet d'aller encore plus loin dans la connaissance du personnage, et puis d'avoir quelque chose d'émotionnel qu'avait pas Berntal non plus. Berntal, il y avait pas beaucoup d'émotions dans le docu qu'il y avait. Chris Pratt non plus. C'est pas des mecs qui ont vécu les mêmes choses. Là, il y a eu par contre des choses qui ont été vécues et il le dit et se livrer comme ça, c'est pas évident. Et merci mon Capitaine Crochet pour le don, merci beaucoup. Soyez généreux avec votre youtubeur qui a tout donné. Ah, c'était beaucoup de boulot. Merci beaucoup pour le don. Bon, il y aura au moins du coup une indemnisation sur le docu. Merci beaucoup mon Capitaine. Ah, si pareil, hein, vous vous sentez généreux pour voilà faire quelques petites recettes box-office au documentaire, bah n'hésitez pas. Mais c'est évidemment pas obligatoire. Mais merci infiniment mon Capitaine, ça fait plaisir. Ça fait infiniment plaisir. Et je suis content que tu l'aies apprécié parce que pareil, le Captain est la deuxième personne à qui je l'ai envoyé. En fait, il y a que deux personnes pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Il y a que deux personnes qui l'ont vu en avant-première.
c'était Mathieu Blom et le Captain. Parce que Matt et le Captain avaient beaucoup œuvré dans mon live des 30 heures pour que ce docu puisse voir le jour. Je savais que le Captain l'attendait pas mal et il croyait vraiment. Et Matt, bah, étant donné que pour moi c'est le meilleur vidéaste sur YouTube all time, bah forcément avoir son avis était intéressant. Donc voilà, moi j'étais hyper intrigué par savoir ce qu'ils allaient en penser. Mais moi j'ai bien aimé ce passage avec Berntal. Même voilà les segments où il en parle, ça c'est chez Joe Rogan, mais les segments où il en parle chez Joe Rogan, etc. Où il y a toutes les thématiques, où il dit qu'il a vraiment voulu être ami avec lui. Ça pour un docu c'est du pain béni. Quand t'arrives à trouver ça. Alors pareil, imaginez le travail de recherche qu'il y a derrière. La somme d'efforts, de travail, de sueur que tu mets là-dedans, avec le nombre de recherches. Parce que, il y a un truc, évidemment, moi, au bout d'un moment, quand tu travailles le documentaire, je vais vous dire les choses très clairement, je pouvais plus le blairer, moi, le doc. J'étais convaincu que les gens allaient pas kiffer. Et le retour mi-figue, mi-raisin de Mathieu Blom m'avait... Ouah, j'étais en mode, merde, en fait, putain, c'était pas que je tombais de haut, mais bon, j'attends de voir ce que vont dire les autres, effectivement, parce que je peux comprendre pourquoi Matt le voit comme ça. Maintenant, à voir si des gens qui sont plus au courant du projet ou qui me suivent sur Twitch ou qui ont plus de bagou sur le truc peuvent voir l'idée. Mais c'est vrai que putain, c'était en mode merde, bizarre. Et en fait, au fur et à mesure du docu, je vous avoue que j'avais un logiciel de montage qui marchait pas du tout. Enfin, c'était une horreur. Et j'avais énormément de mal, mais vraiment énormément de mal à me remettre dedans. Enfin, à pouvoir apprécier le docu parce que c'était des heures et des heures de revisionnage et rien de pire que de revoir des trucs que t'as revu un milliard de fois. Et à la fin, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va voir que c'est du taf? Et c'est uniquement quand j'ai regardé le docu au cinéma que je me suis dit, mec, en termes de montage, d'investissement, d'ambiance, d'extrait, d'intervenants, il y a 1h52. C'est pas genre tu fais une vidéo de 20 minutes. Tiens, voilà, un petit visuel sur le Sébiche d'ailleurs qui nous illumine d'un visage envoûtant, je dois vous le dire, effectivement. Cet homme me laisse pas indifférent, très clairement. Mais voilà, il y a 1h52 de boulot. Et c'est vrai que quand j'ai vu le docu après au cinéma, je me suis dit, c'est pas si mal. Parce que sur le début, je pouvais plus le saquer, ce docu. Vraiment, hein. J'étais arrivé en mode, bon bah, ouais, j'ai juste hâte que ça se termine. Et finalement, c'est vrai que sur le retour, sur la fin, bah, je l'ai beaucoup plus apprécié. Je pense que tu as fait une overdose, puis le sujet est hyper délicat, Shaya est compliqué à comprendre, puis tu t'es identifié à lui en plus, ça peut être destructeur. Ah bah, il y avait cette possibilité-là. Il y avait la possibilité de se dire, attends, le mec, il est en train de se... Enfin, déjà que genre sur YouTube, personne peut le saquer, qu'il a des casseroles au cul, etc. Bon, là, les 3 quarts sont imaginaires, hein, mais qu'il a des trucs et tout, on parle mal... Et en plus, putain, il fait un docu sur Shaya, donc le mec, globalement, là, des gars les moins appréciés à Hollywood, et en plus, il se met directement en lien avec lui. C'est suicidaire. Ce docu-là aurait pu être suicidaire. Vraiment, hein. C'était un truc qui était suicidaire de sortir quelque chose comme ça. C'est soit ça fonctionnait et ça intéressait les gens, soit ça fonctionnait pas. Toutes les séquences qui parlent notamment de... Alors, c'est où? Alors, Miyagos, évidemment, c'est un peu mieux. Mais voilà, je crois que c'est là. Toutes les séquences qui parlent de son couple avec FKA Twigs. Là, t'es là, tu fais, waouh. Tu dois parler de ça. Évidemment que tu dois en parler parce que c'est une part de sa vie. Mais faut que tu fasses un docu sur lui, mais qu'en même temps que tu te mettes pas à partie en mode, bah tu le défends ou tu l'occultes ou voilà. Faut dire les choses sur les trucs hyper crades qu'il a fait qui sont pas bien, que même lui dit ensuite. Et le fait que Berntal, la vidéo avec Berntal, le fait qu'il dise lui-même qu'il est conscient de tout ça, déjà, toi, tu respires un peu plus parce que tu te dis, au moins, on peut pas trop t'en vouloir, tu vois, parce que au moins, tu dis les vraies choses. Quand je dis qu'FKA Twigs, elle a eu du courage de témoigner contre Shaya, etc., autant j'adore Shaya, autant c'est réel. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où ça pouvait être hyper casse-gueule, quoi. Vraiment, hein. La veille du docu, c'était compliqué pour tout le monde. En vrai, non, c'était la semaine d'avant. Ça, pareil, pour les secrets de tournage, j'ai terminé le docu vers 3h du matin, 3h30 du matin, le lundi, pour l'envoyer via WeTransfer à Osweg.
le le lundi soir pour qu'il puisse le mardi ou le mercredi le donner au Club de l'Étoile pour qu'il fasse le DCP. Donc forcément, bah moi, hyper claqué. C'était la semaine où je terminais le documentaire tous les soirs à 3-4 heures du matin, où c'était dur. Là, tu termines le docu à 3-4 heures du mat tous les jours, parce que tu regardes des sous-titres. Faut savoir aussi un truc, hein. Ça paraît couillon, vraiment, hein. Les sous-titres, c'est moi qui les ai faits. C'est 300 ou 400 pistes de sous-titres où tu dois les reprendre s'il y a une faute ou une virgule ou un truc de travers, parce que je suis hyper méticuleux. Alors j'en ai peut-être encore oublié une ou deux, hein, je suis pas un robot, mais c'est un temps considérable. Imaginez-vous vous dire, vous faites un upload, mais forcément quand vous faites un upload, il faut revoir tous les uploads que vous devez faire. Ça c'est une évidence, parce que sinon c'est pas intéressant. Vous devez reprendre tous vos uploads. Imaginez dans votre tronche vous dire, ça y est, le docu est fini, et là, vous rendre compte qu'il manque une virgule ou que à la place de et il fallait marquer et. Et que vous avez comme moi un sentiment de perfectionnisme et d'incomplétude infinie qui vous dit c'est au bout de 58 minutes de documentaire, soit je laisse comme ça parce que c'est pas grave, personne le verra, mais vous le savez. Et donc si vous le savez, faut recommencer. Et c'est revoir encore 1h52 de docu jusqu'à ce passage-là, revoir si l'upload a bien été fait, et c'est 15, 20, 30, 40 fois des trucs comme ça, où je n'en pouvais plus. Parce que tu te dis, putain, mais c'est pas possible, j'en ai marre de revoir les lignes de sous-titres, les trucs, les machins, si tout est bien mis, ou... Et t'en peux plus, quoi. Au bout d'un moment, t'en peux plus, hein. Donc c'est du gros boulot, même, et je parle pas pour moi, je parle en règle générale pour tous les gens qui font des docus comme ça. Je pense à Matt ou Réservoir Vlog qui font souvent des trucs une heure et demie, ou bah ouais, évidemment que les gars, tu vois, faut que ce soit hyper important comme ça. Mais c'est une dinguerie à faire. C'est une dinguerie à faire. C'est tellement long et difficile et délicat à mettre en œuvre et tout que tu te dis putain, mais comment je vais réussir à manœuvrer, quoi. Et c'est vrai que puis il y en a partout. Alors au début du docu, ça va encore à peu près, mais plus le temps passe, voilà, faut vérifier les textes qu'il y a là. Puis quand il y a des phases là, faut vérifier qu'il y a là. Puis pareil, enfin des trucs pour moi qui sont plus harmonieux. Regardez par exemple ici. Bon bah là, on a une piste de sous-titres qui est relativement haute à cet endroit-là. Là, regardez, c'est pareil. Là, la piste de sous-titres est relativement haute. Bah, si vous regardez bien, quand je parle de Honey Boy, la piste est beaucoup plus basse. Mais pourquoi elle est beaucoup plus basse? C'est parce que la piste de sous-titres qu'il y a là, si je la laissais au même niveau que les autres, elle était pile au milieu entre la bande noire et comment dire le film. Donc en gros entre les deux bandes des fragments de cinéma et puis le film. Et je trouvais ça super laid. Voilà, donc du coup il a fallu que je refasse ça. Donc faut que tu revoies à chaque fois quelles sont les bonnes pistes par rapport à ce que tu fais. Savoir que quand tu mets des bandes noires comme ça, qui sont des bandes 16 neuvième, bah tu peux te permettre de faire des phrases un petit peu plus longues. Par contre derrière, bah quand t'es en 4 tiers comme ça, faut que tu fasses gaffe à ce que ton texte ne déborde pas sur les bords en 4 tiers, parce que sinon c'est pas beau. Enfin c'est du taf. C'est du taf. Mais ça vaut le coup. Quand tu finis par le sortir le truc, ça vaut le coup. Premier degré, je suis en train de bosser sur ma vidéo sur Jared. C'est limite si ça me fait pas chier en fait que YouTube se termine bientôt. Alors je sais que là je me dis ça parce que j'adore bosser sur Jared, mais dès que j'ai un problème de PC, je me dis non en fait t'as raison, arrête YouTube parce que t'en as marre. Puis il faut dire ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin, YouTube aujourd'hui pour moi c'est devenu zéro. Enfin je veux dire plus personne ne regarde ce que je fais. Tu dis il y a les 3 quarts des vidéos que je sortirai aujourd'hui, je les aurais sorties à l'époque de mon prime, genre Boromir ou quoi, elles seraient déjà à 200 000 vues. Là ça en fait à peine 15 000, donc faut savoir quand s'arrêter aussi. Ça sert à rien d'aller meugler dans le vide. Mais c'est du travail. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Alors il y a des choses aussi moi qui sont bien, c'est notamment une que j'aime beaucoup, c'est celle-là, là où justement il y a attendez, c'est là, ouais, voilà, toutes ces séquences là où il y a les ça je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais vous poser la question d'ailleurs. Je vous montre cette séquence là. Ça c'est un extrait de Charlie Countryman, mais
ça navigue vers l'ensemble du docu. Un extrait comme ça, où, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a une musique derrière. C'est-à-dire, c'est voilà, des tas de petits extraits, mis bout à bout, etc. Et en gros, c'est des transitions musicales vers autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de ces séquences-là? Je le fais par exemple avec Mutt au début pour La Guerre des Stevens. Je l'ai fait avec What I've Done pour Linky pour Transformers. Je l'ai fait avec la musique d'Indiana Jones. Je l'ai fait là avec Love and Hate, qui était une des musiques de Tax Collector pour son passage dans l'indé. Voilà. Moi, je trouve que mettre des phases avec des transitions musicales dans le docu, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce genre de phases qui gardent du rythme et qui te permettent d'aller toujours plus loin dans le montage et puis de faire des choses intéressantes. Alors je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est des phases qui sont intéressantes? Est-ce que ça aide au documentaire d'avoir des phases en musicales, etc. Comme ça? Pouvez-vous la jouer sur le live pour revoir? Ah, je peux pas parce que sinon il y aura la musique et mon live sera supprimé justement. Comme là c'est du streaming, c'est pour ça que je montre que les photos. Mais c'était des phases qu'il y avait là, où je montre notamment aussi à un moment donné, je sais plus exactement où est-ce que c'est. C'est vers là, voilà, là où justement là il y a les logos Hollywood, où il y a What I've Done dessus, ou quand on repart déjà sur Indiana Jones. Indiana Jones, c'est ici. Ouais, là où il y a des extraits directement. Non, toujours pas en noir. Non, toujours pas là. Toujours pas là. Voilà, là, par exemple. Des extraits du film qui sont dévoilés, quoi. Cela donne un effet de transition entre chaque chapitre. Les transitions, c'était vraiment top, surtout le What I've Done. Ouais, bah forcément. Comment il va, mon Lucas? J'en suis à la moitié de ton docu, je regarde le reste ce week-end, mais encore bravo. Tu t'aimes bien, Lucas, du coup? Comment tu trouves le rendu? Ça, des passages avec des musiques, j'en remets sur ma vidéo de Jared, par exemple. Parce que ça, je trouve que c'est super. Ça, voilà, effectivement, ça met bien les chapitres. Je le fais aussi avec Honeyboy, avec une petite musique de Honeyboy rapidement. Alors, on le capte quand même, hein, je veux dire, on le voit bien. Mais il y a, voilà, toutes les phases où, bah, c'est FK Twigs d'ailleurs là, toutes les phases de petites transitions qu'il y a euh, là-dedans qui sont, je trouve, hyper intéressantes et puis qui permettent d'avoir du jonglage musical et une transition entre chaque chapitre, une manière de voir le documentaire différemment, de savoir où t'en es, de garder du rythme. Pour être honnête avec vous, avant de passer sur les intervenants, il y a une seule phase, moi, que j'avais peur que ça allait intéresser personne. Voilà, c'était les phases là sur le métamodernisme. Toutes ces phases-là. Avec le Elevate, le Will Not Divide Us, le Just Do It. Ça, c'est la partie pour moi qui est hyper intéressante sur Shaya. Et c'était un de mes gros fers de lance. Faire comprendre aux gens qu'en fait le gars est beaucoup trop cool et que du coup ce serait bien de s'intéresser à ces projets-là. Donc moi pour moi c'était pertinent. J'ai eu peur qu'en fait ce soit là où les gens ils se disent ah, ça commence à devenir un peu long parce que ça je m'en fous un peu. Je sais pas si dites-moi dans le chat du coup est-ce que ça vous a intéressé? J'espère que ça vous a intéressé. Mais en tout cas, moi, c'était un des propos que je voulais absolument saluer parce que c'est une partie aussi intégrante de lui, hein, clairement. Donc, fallait forcément en parler, quoi. Le rendu est vraiment pas mal, il y a vraiment du travail. Tu me donneras la ref du bar qu'on voit dans l'intro. Tu me donneras la référence. J'en ai parlé d'ailleurs. J'ai dit, putain, Lucas qu'on embrasse. Véritable bella. Donc, Lucas qui est là, c'était chez lui que j'ai utilisé le bar pour faire l'intro, justement. Justement, les films présentés, j'en ai noté plusieurs à voir. Ah oui, non, mais au niveau des films indés, ça va. Moi, c'était sur la partie métamoderne. Sur la partie métamoderne où là, j'avais un peu peur que ce soit la partie qui lasse les gens. Puis finalement, des retours que j'ai eus, il y a eu pas mal de points où les gens ont plutôt bien kiffé quand même. Donc j'étais relativement content, hein. Ça, c'est le He Will Not Divide Us. Et puis, effectivement, sur les intervenants, on va essayer de rechoper voilà, Alexis Thomasian, qui a eu l'extrême gentillesse, tout comme Donald Renew, hein, de participer. Petite anecdote, secret de tournage, effectivement.
à la base, alors, à la base, j'en voulais trois. Je voulais Alexis Thomasian, Donald Renew et Jim Redler. Je trouvais ça hyper intéressant pour Donald Renew parce qu'il avait fait le début. Je trouvais ça hyper intéressant pour Thomasian parce qu'il l'a quand même fait 2-3 fois, hein, Shaya, et il a quand même un pan justement du documentaire où lui, ce qu'il dit, c'est pertinent par rapport à la transition que Shaya va avoir par la suite. Et je voulais Jim Redler, qui est la voix principale de Shaya. Bah, il se trouve que j'avais envoyé Aurel, ça d'ailleurs, secret de tournage, Alexis Thomasian et Citizen Frame, ce bon vieux Sébiche. Bon bah eux, j'étais présent à Paris, j'ai pas pu me déplacer à Paris pour Donald Renew. Donald Renew, j'ai préparé les questions. Aurel avait tout en ligne de mire, il avait l'endroit, les questions, etc. C'est Aurel qui a réceptionné Donald Renew pour justement faire l'interview et, bah faire en sorte que Donald Renew puisse participer. Donc c'est lui qui a filmé l'interview, qui a posé les questions que je lui ai demandées, etc. Et sur place, je n'étais pas là pour le petit secret tournage. Mais en tout cas, à ce moment-là, je veux Renew, Thomasian et Redler, parce que je me dis, deux anciennes voix plus la voix actuelle, c'est un peu voilà, le truc génial de ce que j'avais déjà fait sur les deux premiers, hein, qui était Kruger sur Chris Pratt et puis Powell sur Berntal, puisque c'était leur voix officielle. Et il se trouve que Jim Redler était pas du tout intéressé. C'est Aurel qui a pris contact en chargé de prod avec Jim Redler. On n'a jamais vraiment su s'il était pas intéressé par le docu, par Shia LaBeouf ou par faire des interviews, parce que si vous regardez sur YouTube, il y a quasiment aucune interview de Jim Redler. Donc, je suis même pas sûr qu'il fasse des interviews tout court. Donc on n'a pas pu. On a demandé effectivement à Jim Redler de participer. Alors, ça aurait été super, parce que c'est une voix française que j'adore. En plus, ça aurait été super. Bon, ça s'est pas fait. Parce que bah, peut-être que ça devait pas se faire, hein. Et puis ça s'est pas fait parce que bah effectivement il était pas intéressé. Mais j'ai eu la chance d'avoir Alexis Thomasian, Donald Renew, et puis voilà, c'était des phases qui étaient hyper intéressantes parce que c'est vrai qu'on est allé dans des axes où bah, Donald Renew, lui, c'était un peu le seum d'avoir perdu Shia, et ça nous explique un pan justement de comment manœuvrer aujourd'hui un dans l'industrie de la voix française, etc., cinématographique. Et puis, d'un autre côté, on a d'Alexis Thomasian, qui lui a vécu la période blockbuster de Shia, encore plus Indiana Jones, lui qui était fan d'Indiana Jones enfant. Donc, il y avait des thématiques qui forcément étaient hyper intéressantes. Donc, en termes d'intervenants, c'était très cool. Et puis, il faut pas oublier notre Sébiche international, évidemment, hein. Où est-il, ce bel et faible qui est là, qui lui est présent dans le docu quasiment tout le temps. Alors là, c'est pile le moment où il parle pas. Voilà, il est là. Regardez ce bel homme. Pour l'anecdote aussi, Seb a regardé le Real Ones de Shia LaBeouf quelques jours, quelques semaines avant de tourner. On devait tourner à Paris, ça c'est aussi un truc intéressant, mais à la base j'étais monté à Paris pour tourner une scène avec Seb. Je suis monté à Paris pour rien, puisque arrivé chez lui finalement on n'a pas tourné parce que le décor était pas beau et il faisait hyper sombre, il faisait quasiment nuit déjà alors que j'étais arrivé à 15h, hein, mais c'était Paris, donc forcément bah ça fonctionnait pas et donc du coup, on s'est revu ensuite avec Seb et on a tourné de bien meilleure manière. Encore une fois, on garde une colorimétrie. Bah, si vous regardez dans le docu, qui est souvent la même, ça c'était mon ambition aussi, hein. Intro, intervenant, psy, fin, c'est toujours assez sombre, sépia, avec une petite couleur assez chaude. C'était des trucs que je voulais aussi pour qu'il y ait une harmonie dans le documentaire. Donc c'est vrai que ça, j'ai plutôt bien kiffé. Et Seb, lui, donc, a regardé le Real Ones quelques semaines avant pour se mettre dedans. Il a revu des films exprès pour être dedans. Et on s'est fait la réflexion avec Aurel et avec beaucoup de gens, mais on a trouvé qu'il était hyper pertinent, genre Seb, dans ce qu'il a fait. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais on a trouvé qu'il était vraiment bon et qu'il manœuvrait hyper bien le docu et que ça sonnait et ça matchait vachement bien. Où bah, il disait des trucs hyper intéressants, notamment sur le métamodernisme, etc. Et c'est vrai que c'était très cool de l'avoir pour pouvoir évidemment en parler de Shia, parce que c'est quand même
un truc important. Et si vous voulez en voir plus, c'est la chaîne Frame, hein, Frames. Vous tapez Frames Astérix, vous tomberez directement dessus, parce que si vous tapez Frame tout court, je sais pas s'il est référencé, mais du coup, si vous allez voir sa chaîne, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour les petits secrets de tournage qu'il y avait. Je vais continuer un petit peu le jeu de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions sur le docu, sur la jeunesse, sur comment ça s'est fait, sur est-ce que vous avez des questions sur le documentaire? Il est 22h20, donc on a encore du temps évidemment à y consacrer. Donc je prends évidemment toutes vos questions sur le docu en général, et puis sur l'idée de ce documentaire, quoi. J'adore Shaya et j'ai adoré ton docu, que ce soit le docu en lui-même, son et ton introspection, tout était vraiment bien. Merci beaucoup Ineox, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'était le plus dur, hein, de toute façon, réussir à faire ça, pouvoir jumeler les choses. Et puis, c'est ce que je dis à la fin, mais la fin est belle parce que c'est Léa et moi, etc., et que c'est beau et que ça rend bien. Mais c'est aussi et surtout, peu importe ce qui arriverait dans le futur ou dans la vie, ou en même temps je meurs demain ou quoi, c'est aussi une belle lettre d'amour. C'est une belle lettre pour l'amour, je veux dire. C'est une belle lettre pour l'amour, pour la rédemption, pour comment être sauvé grâce à l'amour, un amour que tu gardes et que tu peux évidemment discuter toute ta vie. Voilà, pareil, Shaya et Miyagos, tu vois, je suis sûr que si Shia LaBeouf, par exemple, avec Miyagos, ça se passait mal et que ils venaient à se séparer dans les mois ou les années à venir, ou j'espère pas, parce que Shia et Miyagos vont vachement bien ensemble, mais je dis ça parce qu'ils s'étaient déjà séparés une fois, donc on sait pas de quoi demain est fait dans leur couple, là, Shia et Mia, mais je suis sûr que vu la rédemption et ce qu'il en dit, dans 30 ans, il vous dira qu'elle l'a sauvé. Et c'est une lettre aussi, ce documentaire-là est aussi une lettre voilà, comment être sauvé par l'amour, par la foi, par la religion, par se retrouver humainement. Enfin, il y a des choses intéressantes. Dans le doc, tu n'as pas parlé d'un chef-d'œuvre méconnu dans lequel il a joué en 2006, Bobby. Si, il est mentionné, Grégoire. Furtivement, parce que bon, c'était pas dans la thématique de mon docu. Il avait une place qui n'était pas forcément ultra importante, mais c'est très bien, Bobby, c'est excellent, et il est mentionné. Dès le début, tu voulais faire une comparaison entre ta chaîne et l'acteur. Oui, parce que... Alors, tu m'aurais demandé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je t'aurais dit, oui, je sais que je ferais Pratt, Berntal et Shaya, parce que je savais que c'était les 3 docus que je voulais faire. J'aurais même rajouté possiblement Saldana et Goldblum. Bon, la vie a fait que il y en aura pas, mais je savais que je ferais au moins cette trilogie-là, qui sont mes 3 acteurs fétiches. Il y a 5 ans, je t'aurais dit, je sais que je vais faire Shaya, me mettre en avant comme ça là-dessus, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues aussi qui sont arrivées sur les derniers mois, les dernières années, en bien ou en pas bien. Mais depuis le moment où j'ai commencé à bosser là-dessus, oui, c'est venu directement. Je suis nouveau dans ton Discord, je tenais à dire félicitations pour ton documentaire. De mon côté, tu es un des youtubeurs passionnés. Tu es un des youtubeurs passionnés et passionnants, sache-le. Merci beaucoup, ça va le faire, ça fait plaisir. Bah, c'est entre guillemets dommage, parce que je vois beaucoup de gens. Alors pareil, étonnant, il y a des gens qui m'ont découvert grâce à ma vidéo sur Shia LaBeouf. Alors là, c'est pas lunaire, mais je me dis, c'est étonnant quoi d'être découvert sur ça alors que ça vient de sortir il y a à peine 3 jours et que ça déplace pas les foules, Shia LaBeouf, et ma chaîne encore moins maintenant. Et il y a beaucoup de gens qui disent, putain, super, je m'abonne, je découvre ta chaîne. Alors, les gars, je m'arrête dans 2 semaines. Profitez-en. L'avantage, c'est qu'il y a 400 vidéos à voir. Chose qui est d'ailleurs intéressante, j'ai fait un référencement. Je sais plus combien de vidéos j'ai publié exactement. Je sais pas si des gens peuvent aller voir sur YouTube ou autre, mais je dois avoir un peu plus de 400 vidéos, je pense. Je vais essayer de vous dire ça. Attendez, j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup de vidéos directement hop, sur ma chaîne. Et je vous le dis parce que je trouve ça intéressant, en fait, tu vois, l'état des lieux où tu te dis, ah la vache, j'ai 433 vidéos. J'ai 433 vidéos sur ma chaîne YouTube. En ayant fait les comptes, parce que justement, juste avant ma vidéo sur Jared, je publierai une photo avec ce que je considère mes meilleures vidéos. Il y a 30 vidéos dont je suis fier. Ça en fait 403 où je m'en bats les couilles. Alors, techniquement, il y a 30 vidéos dont je suis très fier. Il y en a 20
que j'aime bien et qui font partie de thématiques qui seront intéressantes, qui font un bloc de 50, que dans mon live anniversaire, parce que j'aurai 31 ans demain, sachez-le, si vous voulez pas faire de dons pour le documentaire, vous pouvez en faire pour mon anniversaire. Le mec qui essaie d'indemniser son docu au maximum. Imaginez quand même que j'ai fait 0 bénéfice sur mon docu. Tous les dons seront évidemment donnés à Shia LaBeouf parce que je fais une baby shower pour la petite Isabelle LaBeouf. Mais j'ai fait mes 31 ans demain. Demain, il y aura un live de 10 heures sur Twitch de 13 à 23 heures. Et justement, je ferai une grande tier list de mes vidéos. Mais c'est pas moi qui la ferai, c'est vous. C'est-à-dire, vous aurez des sondages et vous devrez trouver justement... comment dire, je vous mettrai une vidéo, je vous dis c'est cette vidéo-là, vous la mettez dans quel endroit. Et sur l'ensemble de ma chaîne YouTube, il y a 50 vidéos que j'aime bien, qui sont des axes que je suis plutôt fier d'avoir fait, et il y a 30 vidéos que j'aime vraiment beaucoup, qui sont pour moi 30 vidéos références. 30 ou 50 si on voit large, sur 433. Ça veut dire que, globalement... il y a entre 380 et 400 vidéos où je me dis... C'est vous donner aussi de l'idée de pourquoi j'arrête YouTube et de ce que je trouve dommage. C'est qu'en fait, j'ai été connu pour toutes les merdes que j'ai fait avant. Et tous les trucs cool... Alors ça, c'est un délire, hein, mais toutes les vidéos cool que je montrerai dans l'image, justement, qui sont les vidéos sur lesquelles, justement, j'ai été plutôt content de les avoir fait, c'est des vidéos... des vidéos qui ont fait... 5 et 10 000 vues, quoi. Il y aura la catégorie moins bonne que celle de Pazuzu. Il y aura la catégorie c'est nul. Mais il y aura... Alors, ce qui sera intéressant, c'est que vous pourrez faire la tier list sur bien, pas bien, etc. Et moi, de mon côté, je ferai une autre tier list. Et à mon avis, je serai beaucoup plus difficile que vous. C'est-à-dire que moi, la catégorie finalement, c'est pas ouf ou c'est surcoté, bah ça se trouve, il y aura plein de vidéos que je vais mettre qui seront là-dedans. Mais de toute façon, vous aurez le planning sur Discord, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Vous aurez le planning un peu partout hein, comment dire. Vous aurez le planning un petit peu partout du live de demain parce qu'il y aura plein de sujets. Il y aura 31 vrais ou faux pour mes 31 ans. Il y a une question d'ailleurs sur Aurel et Seb. Il y a 31 vrais ou faux pour mes 31 ans. Il y aura justement, vous faites la tier list. Il y aura le retour de Fall Guys. Il y aura du Fortnite, je crois. Il y aura du DBD. Il y aura pas mal de bonnes choses. Donc... Après oui, si tu parles de qualité visuelle, d'écriture, etc., ouais, à la limite. C'est-à-dire, Nobin, je suis passé du coq à l'âne, donc du coup, j'ai pas suivi. Qu'est-ce que tu penses de tes vidéos Sons of Anarchy? Ok, tiers. C'est pas dans les 50 que je recense. Ok, tiers. C'est des reviews. Alors, c'est mieux qu'une vidéo classique, voilà, parce qu'il y a un peu de montage et parce qu'il y a quand même de la réflexion de l'écriture. Mais pour moi, c'est ok, tiers. Voilà. C'est-à-dire que quand tu compares mes vidéos sur Sons of à ma vidéo sur Tarantino ou mes documentaires c'est encore à part, mais ma vidéo sur Paranoiac ou Dog Pound ou Fury ou des trucs comme ça n'a rien à voir. Faut lire avec la phrase sur The Walking Dead. Ah oui, attends, tu vas pas me dire que les vidéos sur la vérité des personnages de The Walking Dead, tu n'as pas aimé les faire. Ah non, alors non, c'est différent. À l'époque, j'aimais les faire, parce que déjà à l'époque, Walking Dead, j'aimais encore et je trouvais ça cool. Aujourd'hui, mais rétablir la vérité, je trouve que c'est lamentable. Vraiment, hein. Je les laisse parce que ça fait partie de l'héritage sur YouTube. Je trouve ça nul. C'est des vidéos de 6 ou 7 minutes où globalement, je raconte rien. Parce qu'il y a 1 minute d'intro déjà avec la musique de Johnny Cash et puis il y a le générique de fin. Donc il y a 5 minutes d'analyse. C'est nul. Moi, je trouve personnellement que c'est mauvais. Les seuls que je trouve bien des rétablir la vérité, c'est celle sur Rick, celle sur le Carl, mais elle est plus dispo, et celle sur Simon, parce que je la fais en mode GTA et que le montage est cool. C'est tout. Tout le reste, je trouve c'est nul. Même Shane, je trouve c'est nul. L'avantage, c'est que Shane, j'ai fait mon docu sur Berntal, et du coup, là, j'ai fait ce qui, je pense, est la meilleure analyse que tu peux trouver sur YouTube un peu partout du personnage de Shane et de John Berntal. Je fais 1h40 de docu sur le bonhomme, donc étant donné que je suis le seul à l'avoir fait, c'est pas compliqué. Mais heureusement que j'ai ça, parce que je pense que sinon j'aurais refait une vidéo sur Shane. J'aurais refait une vidéo sur Shane très clairement si j'avais pas eu mon docu, parce que j'aurais pas aimé terminer en ne parlant pas d'un de mes personnages préférés de l'histoire de la télévision de manière aussi médiocre qu'un truc de 6 minutes.
Mais rien à voir. Mais après, c'est pour ça que je supprime pas tout non plus. C'est parce que ça fait part de l'évolution. Shia LaBeouf, c'est mon évolution définitive, et vous verrez que Jared va à peu près dans le même contexte. Mais c'est une belle évolution, c'est une belle fin. Tu te dis, ça y est, tu vois, ça s'arrête comme ça. Mais il faut, quelque part, s'arrêter à un moment donné, tu vois. Et il faut réussir à gérer un truc comme ça. Donc, je pense que tu vois largement la différence. J'espère, honnêtement. Je dis pas que ce que je fais, c'est bien, hein, enfin, je considère que ce que je fais maintenant, c'est pas mal, hein, sur YouTube. Je vais pas vous dire que c'est de la merde, alors que c'est moi qui travaille dessus. Mais je dis pas que c'est ce qui se fait de mieux sur YouTube. Loin de là. Il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi. Il y a pas de problème là-dessus. Et je pourrais vous en citer déjà facilement, un. C'est le mec. Non, je pourrais vous en citer plein. Mais entre ce que je faisais avant et maintenant, j'espère quand même qu'il y a une marge. J'espère du fond du cœur, dites-moi dans le chat, pour ceux qui étaient là depuis longtemps, que quand vous regardez mes reviews de Walking Dead, ou mes critiques de films d'il y a 4 ou 5 ans, ou même mes reviews de séries télé d'il y a 5 ou 6 ans, vous vous dites aujourd'hui, quand je sors un interlude, que ça a glow up. J'espère quand même. Parce que sinon, je peux poser mon clavier et je fais même pas de Jared. Ça n'a rien à voir. Mais, d'un autre côté, eh bah, c'est une plus-value. Et tu vois, papy, eh bah, ma vidéo sur Euphoria de la saison 2, elle est dans mon top 30. Je trouve que c'est peut-être la meilleure analyse que j'ai fait sur YouTube. En termes d'analyse pure de série et de contexte, je pense que, et de vision de la série, celle sur Euphoria saison 2, elle est dans mon top 30 parce que celle-là, je la trouve très bonne. La vidéo sur Malcolm, je la trouve très bonne. Aussi. Voilà, ça, c'est des vidéos, moi, que je trouve plutôt pas mal. Honnêtement, ta meilleure vidéo, c'est une récente. King Kong. Ah bah oui, King Kong, c'est 40 minutes. Ah, King Kong, oui, c'était bien. C'est des masterclass, des analyses, tu t'en rends pas compte. Bah, quelques-unes, mais pas toutes. Alors, par exemple, je trouve que ce que j'ai fait dans mes critiques de films, depuis le moment où j'ai scindé mes critiques en plusieurs parties, j'étais un des seuls sur YouTube à le faire. De scinder en plusieurs axes mes critiques à chaud, même si c'est facecam, de mettre beaucoup d'extraits, etc., et de faire en plusieurs. Star Wars, bah Mace Windu est dans mon top 30 aussi, Aurel, tu vois. Parce que c'est original. Voilà, donc ma vidéo sur Star Wars 3 tout court n'y est pas. Ma vidéo pourquoi la prélogie est cool y est, parce que ça je trouvais que c'était intéressant. Mais t'en as forcément des meilleurs que d'autres. Et puis je vous dis, hein, il y en a 400, ça veut dire que je ne comptais que je ne considère même. Allez, il y en a 380 que je considère pratiquement pas. Il y en a 50 que je mettrais dans ma tier list où je me dis pourquoi pas, mais ça fait 380 où je me dis bon, ça a priori c'est pas très intéressant. Donc voilà. Mais, mais ouais, il y a des vidéos comme ça qui sont forcément un peu meilleures que d'autres. Mais je pense que des analyses, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Une des meilleures analyses en termes d'écriture que j'ai fait, c'était La Mouche. En termes d'écriture, le rapport à la littérature romantique, à revenir sur la littérature, bouquin, etc. Ça, c'est vrai que le soldat Ryan, avec la lettre qui est un peu le point Goodwin de tout le film, etc. De Vin Diesel, ouais, il y a des fois où ça se surpasse. Et pourtant, je vais vous dire un truc. Et tous ceux qui sont là, vous allez avoir une réponse que vous pourrez dire demain quand vous jouerez des points de chaîne dans mon docu vrai ou faux. Ma vidéo qui me tient le plus à cœur, vous trouverez pas. Mais ma vidéo qui me tient le plus à cœur, celle où j'ai mis le plus de passion, d'émotion, de moi-même, et qui est le plus moi, avec quelque chose de simple, mais qui en plus rajoute à des choses Twitch, etc., c'est ma vidéo sur Denver. Les Nuggets. La vidéo où, justement, l'Odyssée NBA des Denver Nuggets. Parce que ça fait partie des meilleurs moments de ma vie où je suis tous les soirs en stream à 2h du matin à regarder ça et à se dire putain. Et en fait, cette vidéo-là, pour beaucoup, je pense que vous l'avez même pas vue, pour beaucoup, c'est que dalle, mais pour moi, c'est une de mes préférées parce que je me dis, ouais, celle-là, c'est vraiment un moment de ma vie que j'ai tellement adoré. Et le refaire en vidéo, en incluant du Twitch, et puis parler d'autres choses que de cinéma, bah ça m'a fait kiffer de ouf. Donc ça fait partie pour moi des vidéos références. Les terres de Breaking Bad, forcément, puisque j'étais avec Léa, on a vécu ça, c'était incroyable. C'est une des vidéos, les terres de Breaking Bad, je la trouve tellement supérieure à celle de Walking Dead. Parce que t'as de l'amour, t'as de l'émotion, t'as de la passion, c'est complètement autre chose. Tu peux le laisser, la rediff de ce live. Ce sera en rediff, mon PPR, ouais, carrément. Sur cette chaîne-là pendant 2-3 jours et après sur la chaîne secondaire. Tu pourras le revoir tout de suite après. Mais ouais, voilà, il y a des choses comme ça. Et je pense que Shia, c'est une belle conclusion à tout.
Alors, bon, c'est, comment dire, c'est une conclusion de documentaire, et Jared sera la conclusion officielle. Mais d'un autre côté, Shia LaBeouf est un peu comme une conclusion. Beaucoup l'ont pris comme une conclusion. Beaucoup même vont voir la vidéo sur Jared et vont se dire, bah, il y avait encore une vidéo, il devait pas conclure avec Shia. Parce que c'est vrai que Shia, ça fait très conclusion quand même. Très clairement, hein. C'est donc c'est intéressant. Mais c'est quand je vois ma vidéo sur Shaya et même là pour revenir sur le docu, mais quand je vois la manière dont j'ai travaillé le docu, quand je vois la manière dont j'ai œuvré sur le documentaire, dont j'ai essayé de que tout soit, c'est là que je me dis en vrai l'investissement quand je compare à ce que je faisais il y a 4-5 ans, c'était pas possible. Il y a 4 ou 5 ans, même une vidéo bien travaillée, mon objectif c'était écriture en un jour, relecture en un jour, montage en un jour, se filmer en un jour, et en 4 jours, ta vidéo est faite et au revoir. Et j'essayais de faire bien. Parce que je parle aussi, des fois, de Valou TV ou de trucs comme ça, où je me disais, bon, bah, j'essaie de faire correct. Mais c'était 4 jours max, parce que je savais qu'après, je devais faire autre chose. Là, Shaya, c'est 8 mois. Shaya a pris beaucoup plus de temps à être monté et travaillé que Berntal sur le montage et sur l'ensemble. C'est plus long aussi. Hein. Shaya doit avoir un générique de 3 minutes à peu près, et alors que Berntal c'était quasiment 10 minutes. Donc ça veut dire qu'on est à un documentaire d'1h50 contre un documentaire d'1h35. Allez, on va dire. Donc t'as un quart d'heure de plus sur Shaya. Un quart d'heure, ça faut le monter aussi. Un quart d'heure hein, sur des trucs difficiles. Quand tu vois le nombre de recherches qu'il y a et tout, c'est pas évident. Hein. En réalité, que ce soit Shaya ou toi et ton docu, c'est comme un au revoir, mais un au revoir de bonhomme. Bah, c'est ça qui est très marrant, c'est que, surtout quand on sait qu'en fait, ça je l'avais pas quand j'ai terminé mon docu, cette info, donc j'ai pas pu, mais quand on sait qu'en fait Shaya, ça se trouve, il va arrêter sa carrière cinématographique pour devenir diacre, bah tu te dis au final, bon, ouais, c'est un au revoir, quoi. Alors que moi, je quitte YouTube et Shaya quitte peut-être l'industrie cinématographique. Donc, tu es content du nombre de vues et des retours. Alors bon, c'est ce que je disais, tout est relatif. Le nombre de vues, oui, parce que c'est le numéro un de mes vues actuellement, et être quasiment pas loin des 10 000 vues au bout de 4 jours, pour ma chaîne, à l'heure actuelle où ma chaîne fonctionne, c'est-à-dire proche du néant, c'est très très bien. Donc oui, c'est pas mal. Moi, c'était l'objectif que je visais, c'était 10 000. Tout ce qui sera au-dessus de 10 000 sera du bonus. Je sais pas si avec les likes, avec les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a 130, 140 commentaires, c'est pas si mal par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça va augmenter le référencement. Avec le nombre de vues passé 10 000, si voilà, ça va être au-dessus. Mais très clairement, oui, je suis content des vues. C'est pas stratosphérique, mais c'est très bien. Dire, je voyais des gens, c'est très sympa, ça me fait rire parce que c'est sympa, des gens qui me disent, allez, on commente et tout, on veut que Val soit en tendance. J'ai déjà été en tendance dans ma vie, hein, je sais ce que c'est, hein, mais être tendance, c'est 50 000 vues en 24 heures minimum. Et encore, c'est 50 000 vues. Quand j'étais en tendance, c'était sur Game of Thrones ou Walking Dead. On embrasse d'ailleurs un top 10 tendance YouTube que j'avais fait hein, à l'époque de Game of Thrones sur une réaction où tu fais 100 000 vues en 24 heures. C'était le record, ça. 100 000 vues en 24 heures. Et là, t'es là, tu fais putain la vache. Là, ça, c'était l'époque où c'était hardcore. Mais ouais, tu fais 100 000 vues en 24 heures, t'es dans le top 10 des tendances. Et puis voilà, c'était un truc où on avait des problèmes de riches avec les autres collègues, où on se disait qui va être dans les top tendances. C'est même pas est-ce qu'on y sera, c'est qui va être le mieux classé des tendances. Là, aujourd'hui, non. Enfin, je veux dire, avec ça, moi, si je fais 10 000 vues, c'est déjà très bien. Je vous le dis, hein, c'est encore une fois, c'est un docu qui est fait avec le cœur, parce que le docu n'est pas rémunéré. J'ai touché le don de Captain Crochet tout à l'heure, qui sera, à moins que, voilà, on va faire encore 10 minutes de questions-réponses, à moins qu'il y ait d'autres dons d'ici la fin de la soirée, d'encouragement ou de félicitations ou de rémunération de docu, je sais pas comment on peut appeler ça, mais à moins qu'il y ait d'autres dons, ce sera peut-être le seul retour finalement sur investissement. Mais d'un autre côté, moi le docu, je l'ai volontairement fait comme ça, c'est-à-dire blindé, pas monétisé, pour qu'il soit qualitatif de la meilleure manière possible, pour que les gens puissent voir la meilleure version du documentaire que ce que je voulais, et puissent voir vraiment sans que je me bride à devoir cutter des morceaux ou des choses comme ça. On est sur YouTube, on peut voir l'extrait de Paranoïaque en entier, enfin pour moi c'est génial. On peut même voir Sia.
J'ai même pas été bloqué sur l'extrait que je mets d'Elastic Art de Sia, qui est un extrait de clip où là, je me suis dit, c'est mort. Même ça, j'ai eu du bol. Donc oui, le seul regret que j'ai, c'est effectivement de pas avoir touché une petite rémunération dessus, parce que évidemment, tout travail mérite salaire. Quand tu bosses 8 ou 9 mois dessus, c'est normal. Mais, entre guillemets, c'est pas le plus important, parce que, bah, j'ai eu des très bons retours. Finalement, les vues, si ça fait 10 000 vues, ça rentrera dans ce que je voulais, donc c'est bien, c'est pas si mal, parce que bon, ça, c'est pas un échec, voilà. Il y avait du monde en salle, et ça, c'est cool. J'ai pu voir mon docu avec Madame à côté de moi, tu vois, se faire un câlin devant le documentaire à la fin, et puis voir mes potes et Seb qui me fait un hug en me disant putain mec, c'est incroyable, j'ai été ému. Voir les gens touchés, voir des gens en salle qui me disent je te connais pas frérot, je suis habitué à la newsletter du Club de l'Étoile. Donc du coup, bah, je te connaissais pas. En fait, je viens de découvrir, j'étais là pour Chaya et ce que t'as fait, c'est super. Qu'Alexis Thomasian me dise que ce que j'ai fait, c'est super. Ouais, ça me parle. Ça, c'est des trucs où je suis en mode, bah voilà, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Comment te suivre par la suite? Je ne suis pas du tout au jus. Alors, sous mes vidéos, normalement, tu trouveras tous mes liens hein, dans la description, n'importe laquelle vidéo que tu veux aller. Twitch, j'y suis quasiment tous les jours. Instagram, je réponds assez régulièrement et je suis assez actif dessus. Et Twitter, j'ai mis Facebook aussi, mais j'y suis pas beaucoup. Twitter, c'est souvent là où je donnerai beaucoup de choses. Papy, je sais pas si tu peux mettre et Twitch, et Twitter, et Insta. Pour tous ceux qui sont là et qui veulent me suivre par la suite, allez sur Twitter. J'ai notamment mis un avis sur Gareth Edwards qui va réaliser Jurassic World. Allez sur Insta, parce que sur Insta, je publie pas mal de trucs. Et bah, sur Twitch, évidemment, puisque sur Twitch, bah, c'est un peu là où on se retrouve pour les lives. Je vois Louis, par exemple, qui parle de stream. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de moments ensemble pendant le confinement. C'est vrai qu'on en faisait énormément des streams à cette époque-là. Donc c'est vrai qu'à l'époque du confinement, bah, je faisais beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, hein, c'est vrai que vous pourrez me suivre sur Twitch. Je mets toujours mes plannings sur les réseaux sociaux. Si c'est du gaming et que ça vous intéresse pas, je comprends. On fait toujours 1 heure de talk avant où on parle d'un peu de tout, donc ça peut être pertinent. Et derrière, bah, on fait aussi des lives ciné. Tu vas réussir à gagner ta vie juste avec Twitch. Bah, c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Et je remercie encore infiniment les gens qui me suivent sur Twitch. C'est grâce aux bits, grâce aux subs, grâce aux dons, etc. sur Twitch que oui, j'arrive à en vivre. Après là, moi, plus tard, dans mes objectifs, en plus de vivre de Twitch et de ma paye Twitch, j'aimerais bien me trouver un autre taf entre guillemets plus terre à terre, mais c'est histoire d'acquérir des compétences en vue d'un prochain, peut-être un jour, je l'espère, d'ici quelques années, d'une prochaine étape et d'une prochaine existence aux États-Unis. Ça, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien qu'un jour aux États-Unis, je puisse vivre et vivre là-bas. Et donc du coup, bah, trouver un travail ici, ce serait intéressant dans la mesure où, bah, clairement, bah, ça me ferait un curriculum vitae de plus. Évidemment. Donc il y a cette idée d'avoir un curriculum vitesse supplémentaire, mais oui, pour l'instant Twitch, grâce infiniment encore une fois bah, au soutien des followers, j'arrive à en vivre, mais ce sera pour essayer plus tard d'avoir encore un deuxième emploi, de garder Twitch en emploi principal, mais d'en avoir un deuxième qui me permettra d'aller encore plus loin et puis bah, peut-être un jour avec Madame de vivre aux États-Unis. Oh, merci beaucoup, Nob, pour le don. Hyper généreux, merci beaucoup. Merci infiniment, Nob. Bon, Gigo, merci pour ta chaîne. Merci pour ton documentaire. Merci infiniment, mon Nob. Tes punchlines de vidéos vont grave me manquer. Bonne continuation sur Twitch et tes futurs projets. Protège Ellie. Bah, on a hâte. Enfin, moi, j'ai hâte. Si je pouvais, tu sais, Ellie. Moi, j'ai hâte. En tout cas, ouais, Ellie sera bien protégée. Elle sera complètement lootante en légende. Mais elle sera évidemment protégée, mon Nob. Merci infiniment pour le gentil message. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Et pour les punchlines et pour les vidéos justement, n'oubliez pas que il y aura ma vidéo sur Jared. C'est pas encore totalement terminé, Nobin. Il y aura ma vidéo sur Jared. On va faire un petit quart d'heure de plus parce que je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Donc on va faire 23 heures. Je m'étais dit 23 heures. Donc jusqu'à 23 heures pile, vous pouvez encore poser vos questions, me dire tout ce que vous avez sur le cœur, etc. Si vous voulez remercier la chaîne et remercier le docu encore, faites-le parce que il y a aussi le Mediavore qui est là avec sa 14e chaîne qu'on peut remercier. Aurel qu'on peut remercier aussi puisqu'elle a été là. Il y a beaucoup de gens qu'on
qu'on peut remercier pour ce docu. Mais effectivement, il y aura une dernière vidéo sur Jared. Ça, c'était mon dernier documentaire. Il y aura une dernière vidéo qui sera sur mon film préféré, parce que mon film préféré all time, c'est Jared, que je suis déjà un petit peu en train de bosser, qu'il faudra que je revoie, mais que je vais continuer un petit peu à bosser par la suite. Et puis on verra un peu ce qu'il en est. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Jesus Walks, Kanye West. Ça va balancer du Kanye d'ailleurs, mon Ace. Papy, pareil, toi qui es un gros fan de Kanye, il y aura évidemment du Kanye pour conclure la vidéo sur Jared. J'en suis déjà à 15 ou 16 minutes là de vidéo. Ça se passe plutôt bien. Le montage se passe bien. Voilà. Je suis plutôt à l'aise dans ce que je discute pour l'instant. Je vais re-regarder le film dans le week-end, histoire justement ensuite de passer sur la partie analyse, mais j'espère que ça vous plaira. Tu aimerais trouver un travail dans quel domaine si c'est pas indiscret? Je n'ai pas de particulier. Mon métier principal, ça reste streamer maintenant sur Twitch. Et j'ai de la chance que ce soit mon métier principal. Donc du coup, j'essaie de faire toujours des trucs qualitatifs sur Twitch. J'aimerais trouver un métier qui me fasse acquérir des compétences intéressantes pour bosser aux États-Unis. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la vente, voilà, dans la publicité. N'importe, du moment qu'à un moment donné, une fois que je suis aux États-Unis, ça me donne des portes d'entrée. Des portes d'entrée qui font que aux États-Unis, je puisse vivre correctement et offrir une belle vie à ma famille, et voilà, et puis avoir de l'argent de côté et continuer en plus le stream, qui serait toujours mon métier numéro un, mais avec autre chose à côté, parce que l'avantage de streamer, c'est que bah, si je stream tous les soirs, je peux me permettre de faire d'autres trucs et puis de bosser l'après-midi. Donc, tu veux vivre dans quel état? Oh bah Californie. Hein. Et quoi que, tu sais que pour être allé à Denver, j'avoue que le Colorado c'est quand même hyper agréable. C'est très très agréable. Mais bon, la Californie, moi je suis quelqu'un qui a besoin de la mer. Je suis quelqu'un qui a besoin de la mer, donc c'est vrai que la Californie. Micromania, tu serais prêt à y retravailler? Non, Micromania, ça me servirait à rien. Toute l'expérience que je pouvais avoir, je l'ai déjà eue. Micromania, j'ai été meilleur vendeur régional plusieurs années à Tourcoing. J'y suis retourné après à Lille. Bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire à Micromania, donc ce serait plus pour autre chose. Hein. Tu veux me rejoindre en fit? En fit, Captain, c'est-à-dire? Ah moi, en vrai, oui, si je pouvais aller bosser au Canada dans la foulée avec le Captain, moi je suis chaud. Hein. Ah moi, tu me dis, il y a un gîte et un couvert de prévu, l'avion il se prend rapidement. Hein. Ah ouais, bah oui, bah surtout au Canada, quoi. Putain, enfin, t'imagines? Enfin, plus qu'un gîte et un couvert, c'est un boulot aussi, mais... La Floride, si, la Floride, c'est cool. Ah bah la Floride, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai eu l'occasion d'y aller. J'avais été à Panama City pendant mon périple à... Merde. À Atlanta, j'avais fait Atlanta, la Nouvelle-Orléans, Panama City. Retenez ces informations parce que pour le vrai ou faux de demain, ce sera intéressant. Mais oui, 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 c'est un milieu qui me parle, mais moi j'ai vécu en Californie et mon cœur il est à Los Angeles. Je pense finir au Dakota du Nord. Ah bah après c'est cool ça, t'es carrément aux États-Unis, c'est trop bien. Je t'ai connu au fin fond d'une dépression et tu m'as permis d'aller mieux, merci à toi. Merci infiniment Lucas, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça me fait quelque chose de voir ton dernier live. Bah, il y aura encore une dernière vidéo hein, sur Jared. Ça, pour moi, c'est même pas un dernier live, parce que mon dernier live, c'était les 30 heures. C'était vraiment bonus, histoire de pouvoir discuter du docu si vous aviez des questions, etc. Et ça me permet justement de revenir à ce que tu disais. Question de dépression, de pas aller bien, etc. C'était un des points indéniables de pourquoi je voulais parler de Chaya aussi. Moi, j'ai vécu ça. Des phases de grande dépression, de pensées très noires, j'ai été moi dans des phases très 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 sombres où vraiment c'était hyper dur pour moi et j'ai réussi à m'en relever par X ou Y facteur, comme Chaya a réussi à se relever aussi de phases terribles par X ou Y facteur et et, euh, et vraiment c'était important en fait pour moi de souligner ça parce que tu te dis bon bah, c'est une phase de sa vie qui est hyper intéressant à témoigner. Et comme c'est intéressant à témoigner, parle-en le plus possible. Vraiment, parce que
il y a des gens, je pense, qui peuvent avoir une... comment dire? Il y a des gens qui peuvent avoir la même configuration, je pense. En tout cas, j'espère. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans ce docu. Sebou, par exemple, qui est un fidèle de Twitch et de YouTube, qui lui s'est beaucoup retrouvé par rapport à des points personnels. Je dis Sebou parce que je sais que certains ici le connaissent. Je pense que c'est un documentaire où tu peux avoir de l'empathie et tu peux te retrouver dans certaines choses. Pas tous, évidemment, euh, mais, euh, mais je pense que tu peux. Donc effectivement, moi, c'est un truc qui me parle d'aller chercher ça et de pouvoir bah, en discuter, en témoigner, parce que c'est un truc métamoderne qui pour moi est important. Je me passionne pour la partie métamoderne de la carrière de Shaya depuis le docu. Ah, c'est intéressant, hein. Si tu omets le principe de se dire, bon bah voilà, comment dire, c'est pas juste un mec comme disait Seb hein, qui fait just do it et puis on s'en fout. Non, il y a vraiment un truc à aller chercher, hein. Donc oui, oui, c'était vachement bien, hein. On peut aller à l'île 3 et finir aux US, donc je crois en ton avenir. Ah oui, oui, bah, puis j'y ai vécu aux États-Unis. Et je venais déjà de l'île 3 à l'époque, donc l'île 3 ouvre des perspectives. Sans l'île 3, je serais pas en train de vous parler, hein. C'est con, hein, mais sans l'île 3, je serais pas là. Parce que c'est grâce à bah, étudier un peu le cinéma que j'ai pu réussir à développer un peu de certaines choses au fur et à mesure qui sont devenues des analyses filmiques. Alors je me suis beaucoup plus fait tout seul, je trouve, qu'avec l'île 3, mais ça a été quand même un tremplin qui m'a permis de me dire, bah écoute, ne serait-ce que t'es dans une fac de ciné, une licence ciné, ça te sert pas à grand chose, bah fais au moins une chaîne YouTube, tu pourras dire que t'as indemnisé un peu ta licence. Bah, j'ai fait 3 ans de licence et j'ai fait 8 ans sur YouTube après. Ce qui fait 11 ans, ce qui veut dire qu'il y a 11 ans, j'étais déjà là-bas en 2012. Oui, putain, la vache. Ça fait peur. Hein. Te dire que ma L1, c'était déjà il y a 12 ans. Attends, 2011, 2012. Ouais. Ah non, attends. 2011, 2010, 2011, CM Punk est champion de la WWE, je suis en terminale. 2011-2012, je suis à La Rochelle. 2012-2013, je suis en année sabbatique. C'était 2013-2014, ma première année en licence. Donc ça fait il y a pile 10 ans. Là maintenant tout de suite, là j'étais en L1 il y a 10 ans. À la bonne heure. Je fais partie des abonnés discrets, mais je voulais te remercier pour tes vidéos qui m'ont beaucoup apporté en termes de découverte et tu m'as donné encore plus envie de travailler dans la critique. Merci beaucoup Noémie, ça fait plaisir. Bah c'est ouais, c'était mon objectif. Pour moi, c'était aussi intéressant de pouvoir transmettre. Je pense que l'héritage, c'est sur Shaya aussi, c'est ça qui est intéressant. Hein. Via ce documentaire-là, il y avait cette envie de transmettre des choses, d'apprendre des trucs et d'apporter encore une fois quelques petits films supplémentaires. Voilà, d'avoir de nouvelles découvertes, comme tu dis, c'est une des réflexions et parmi les commentaires qui m'ont le plus euh, ça fait partie des commentaires qui m'ont le plus touché, c'est justement, il y a trop de films en fait que je suis en train de rattraper et que j'ai envie de voir grâce à toi parce que je les connaissais pas. Parce que pour beaucoup, Shaya, c'était ouais Transformers, éventuellement Fury, Paranoiac, Pieces of a Woman parce que Netflix et les Oscars, et puis la guerre des Stevens pour les plus vieux d'entre nous, et c'est tout. Et en fait, t'es là et tu te dis quoi, il a joué John McEnroe. Attends, t'es en train de me dire que le mec, il était dans Tax Collector de David Ayer après Fury. Waouh, il a joué dans Men Down, un film de guerre. Putain, le mec, American Honey. Ah ouais, le gars, ah ouais, c'est vrai que putain, Des Hommes sans loi, je l'avais pas vu. Tom Hardy, trop bien. Et ça, c'est trop cool. Parce que bah, ça fait que les gens, du coup, vont voir des trucs. Alors, je pense que Des Hommes sans loi, beaucoup l'ont vu. Ace, s'il est toujours là, je crois que Ace, il me semble que c'est lui qui me l'avait dit. Je sais pas si Ace Moody est encore là, mais le plus gros regret d'Ace Moody sur ma chaîne à moi, je pense, c'est que jamais de vidéos n'auront été faites sur Des Hommes sans loi. Il me semble qu'il me l'a dit plusieurs fois du style, frère, nique-ta et putain, fais-moi cette vidéo sur Des Hommes sans loi. Et au final, bah, j'aurais pas le temps. Je l'aurais sûrement fait, mais j'aurais pas le temps. Donc je te laisse la faire, Ace. Après, évidemment, American Pie, parce que American Pie passe avant tout. Mais mais ouais, non, oui, Des Hommes sans loi, j'aurais pu la faire cette vidéo parce que c'est typiquement le genre de cinéma que j'aime bien. Mais t'auras Jared, voilà, t'auras Jared, t'auras la méthodologie. D'ailleurs, Ace,
je n'ai pas... Alors, ça pour moi, c'est une horreur, hein, mais impossible de trouver du making-of. Le making-of de Jared n'existe pas. J'ai des belles photos de tournage, mais il n'y a aucune vidéo autre que YouTube, Dailymotion, ailleurs. Il y a une seule vidéo où tu as 2 extraits de 2 secondes qui servent à rien. Il n'y a pas de visuel de making-of pour Jared. Donc du coup, je le fais avec des photos. Ça donne un certain charme. C'est pas trop dérangeant parce que j'arrive à trouver pas mal d'interviews et puis des séquences de la guerre du Golfe et des séquences de Anthony Swofford, l'écrivain. Donc ça donne du cachet. Mais putain, qu'il n'y ait pas de vidéo behind the scene de Jared, j'étais sur le fiac. Genre vraiment en mode, waouh, ouais. Et après, je me suis rendu compte que le film est sur le Blu-ray, il y a rien. Mais j'ai pas le Blu-ray, moi, j'ai que le DVD. Et puis, non, je crois pas. Hein. Il y a pas particulièrement de choses. Après, je sais pas s'il y a des sites qui permettent de télécharger des making-of qu'il y a sur des DVD ou autres. Ça, je sais pas si on peut le faire. Mais quand bien même, je pourrais pas te dire parce que je l'ai pas là de toute façon. Attendez, si je peux peut-être vous dire parce que je crois qu'ils sont là, mais Jared, parce que je l'ai en physique et en physique il y a bonus, commentaire du réalisateur, les rêves de scène inédite, interview, scène coupée. Non, il y a pas. Donc il y a pas. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a pas de making of. C'est que dans le Blu-ray et le DVD, il y a pas de making of. Il y a les commentaires audio du réalisateur, il y a les scènes coupées, tout ce que j'ai retrouvé sur YouTube, mais il n'y a pas de making-of. Donc, ils n'ont pas tourné de making-of. Du coup, pas de vidéo de making-of. Alors, il y a des photos de making-of, c'est pas grave. Et puis, dans le montage, ça rend bien, hein, donc c'est pas gênant. Mais effectivement, dommage. Dommage. Non, ouais, il y a que dalle, Aurel. Et madame, bonsoir. Madame Artworks, qui est dans le chat. En immense loot et immense légende, dont on a parlé évidemment dans ce live, puisque le docu sur Shia LaBeouf n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu de Madame Artworks. Donc ça aussi, il faut le rappeler, évidemment. Mais ouais, non, c'est une belle conclusion. Je laisse les 2 dernières minutes. S'il y a des petites dernières questions si voilà il y a des petites choses à faire, si effectivement vous voulez, comme Madame, me rappeler que dans 1 heure j'aurai 31 ans. Effectivement, dans 1 heure et 2 minutes précisément, ce sera mon 31e anniversaire. En légende, en loot. J'espère que quand j'aurai 31 ans, je serai toujours aussi lootant qu'à mes 30. C'est mon objectif principal. Le lootisme, évidemment, envers et contre tout. Parrainé par le grand Captain Prout, évidemment. Combien de temps fera le docu sur Jared Il durera entre 30 et 40 minutes. Comptez 40 minutes. Comptez 40 minutes. Je pense. À mon avis. Je pense qu'on sera... on sera relativement bien, on sera relativement bien sur un bon 40 minutes de documentaire. Mini docu, c'est une vidéo, c'est pas un documentaire comme Shia, mais il y aura des petites séquences qui font un peu penser documentaire, donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Il y aura des scènes jouées, normalement, oui, c'est prévu. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été là donc pour ce live bonus qui sera en rediffusion tout de suite sur la chaîne principale, comme ça les gens pourront regarder. Qu'est-ce que je voulais dire? Rendez-vous demain à 13h pour ceux qui sont intéressés sur Twitch. Papy, je sais pas si tu peux remettre le lien Twitch là dans le peu de temps qui nous reste de live, histoire que les gens puissent éventuellement y aller. On fait mon live anniversaire demain, donc de 13h à 23h. Il y aura du gaming, ce sera des lives du gaming multijoueur, donc je jouerai avec vous. Il y aura un concours de vrai ou faux sur ma personne, ma carrière YouTube, etc. Donc ça sera intéressant. Vous ferez la tier list de ma chaîne YouTube, donc ça ce sera cool. Tout le planning évidemment sera de toute façon publié demain à midi ou 11h même, je sais pas exactement, je vais le programmer là, mais je pense qu'il sera demain à 11h. On se donne rendez-vous 13h pour jusqu'à 23h donc demain pour un live en légende.
Merci à tous d'avoir été là et je vous dis donc à plus pour ma vidéo sur Jared, ma dernière vidéo. À plus sur les commentaires, à plus sur Twitch, à plus sur Insta, à plus sur Twitter ou rendez-vous dans une autre vie comme disait Desmond dans Lost. Si jamais on se revoit pas, prenez soin de vous et des autres et à la prochaine. Des bisous.